Alors bonjour à tous, merci d'être venus cet après-midi. Et puis effectivement, merci à l'Agence de l'eau de nous accueillir dans ces magnifiques locaux pour cette conférence. Lorsque j'ai proposé le thème de cette conférence, c'était il y a un an. Euh, le Pacte vert pour l'Europe avait déjà 4 ans d'existence et on commençait à entendre parler d'une pause réglementaire réclamée par certains États. Donc, il m'a semblé important, utile de comprendre tout d'abord ce qui a déjà été adopté et mis en œuvre, et puis ce qu'il reste à voter, les obstacles, et notamment dans le contexte actuel. Alors, comme vous le voyez, effectivement, pour nous en parler, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Phugvin Nguyen, qui est le chef du Centre énergie de l'Institut Jacques Delors et qui est un spécialiste des politiques françaises et européennes de l'énergie. Ses travaux de chercheur se concentrent aussi plus particulièrement sur la mise en œuvre du Pacte vert en France et sur le rôle que la France peut jouer dans la promotion d'une politique énergétique à l'échelle européenne dans le contexte de ce pacte vert. Alors, il est aussi enseignant à Sciences Po Paris, à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il a été assistant parlementaire au Parlement européen, puis chargé de mission au bureau de l'Union française de l'électricité à Bruxelles. Donc, je crois pouvoir dire que Phugvin Nguyen est un exemple vivant de l'adage qui dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà. Alors, un grand merci à vous d'être venu de Paris pour partager, spécialement pour partager avec nous vos connaissances, votre expérience. Je vous cède la parole pour votre conférence d'une petite heure, qui sera suivie, comme toujours au GREP, d'un débat avec le public. Et je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Un plaisir de pouvoir intervenir devant vous. Juste très rapidement pour présenter l'Institut Jacques Delors. Nous sommes un think tank, un cercle de réflexion qui a été créé par Jacques Delors à sa sortie de la Commission européenne il y a un peu plus de 25 ans désormais, avec pour objectif de tenter d'européaniser le débat, non pas forcément depuis Bruxelles, mais depuis les capitales européennes. Nous sommes basés notamment à Paris et à Berlin, et l'objectif en fait est de parler de ce qui se passe en Europe, avec aussi toujours un point de vue et des remontées de terrain. C'est pour ça que je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir être à Toulouse et pouvoir discuter avec vous, débattre sur ce qui est en train d'être fait au niveau européen, comment est-ce qu'on pourrait tenter d'améliorer les choses et voir comment l'impulsion qui est donnée à l'heure actuelle au niveau européen permet aussi de faire avancer les choses dans un contexte politique que l'on connaît en France. Alors, peut-être opérer un petit rappel de comment fonctionne l'Union européenne de manière très brève. On parle souvent de triangle institutionnel européen, c'est-à-dire que vous avez 3 institutions, 3 organismes qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de l'Union européenne. On réfère souvent l'Union européenne comme étant Bruxelles, mais qu'est-ce qui se cache derrière l'expression? En premier lieu, on a ce qu'on appelle le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement au niveau européen. Dit autrement, c'est Emmanuel Macron et ses 26 autres homologues. Emmanuel Macron qui va venir négocier une certaine position, défendre la position française et tenter de trouver des compromis avec son homologue allemand, Olaf Scholz à l'heure actuelle, avec son homologue italienne, Giorgia Meloni, etc., etc. Et l'objectif en fait de cette institution, c'est, on va dire, de donner, on va dire, les grandes orientations au niveau européen et surtout de trancher les questions qui sont les plus difficiles. En parallèle, vous avez également ce qu'on appelle la Commission européenne. À l'heure actuelle, la Commission européenne, elle est dirigée par une présidente qui est Ursula von der Leyen, une Allemande. Elle effectue à l'heure actuelle son 2e mandat au niveau européen. Et Ursula von der Leyen est accompagnée de 26 autres commissaires européens, un par État membre. Chaque commissaire européen dispose d'un portefeuille. Comme en France, un ministre disposerait d'un portefeuille. Dit autrement, au niveau européen, vous avez un commissaire européen qui est chargé, par exemple, du marché intérieur. Vous avez un commissaire européen qui est chargé des questions de la défense. Vous avez un commissaire européen qui est chargé des questions à l'énergie. Ça, c'est pour faire en sorte justement que chaque État membre puisse être, entre guillemets, représenté statutairement parlant. Néanmoins, lorsque vous envoyez une personne à Bruxelles pour devenir commissaire européen, en France, on envoie Stéphane Séjourné, eh bien, cette personne est censée être neutre vis-à-vis de son pays d'origine et est censée agir dans l'intérêt commun européen. Ça, c'est évidemment la lettre des traités. Et puis ensuite, il y a ce qu'on fait dans la réalité. À l'époque, il y a 5 ans, enfin même jusqu'à très récemment, on avait par exemple quelqu'un comme Thierry Breton, à l'époque, qui était très vocal et qui défendait aussi, de manière subséquente,
beaucoup les positions françaises. Évidemment, c'est toujours un équilibre qu'il faut réussir à trouver, mais il y a de manière générale, une obligation de neutralité, puisque les décisions qui sont prises au niveau de la Commission européenne sont censées être collégiales. C'est-à-dire que ça se fait au travers d'un vote en fonction de est-ce qu'on est d'accord à la majorité sur un texte ou pas. Et puis, vous avez ensuite le Parlement européen. Pour rappel, on a voté assez récemment dans le cadre d'élections européennes. On a un peu oublié ça parce que derrière, il y a eu une dissolution. Mais l'objectif, en fait, derrière, c'était d'envoyer des eurodéputés à Bruxelles. Ces eurodéputés, ils font le même travail, on va dire, que les députés en France, c'est-à-dire qu'ils vont débattre des textes législatifs qui sont mis sur la table. Comment est-ce que fonctionnent de manière générale les textes à Bruxelles? Eh bien, la Commission européenne est la seule à avoir le pouvoir d'initiative. C'est-à-dire que la Commission européenne va décider de mettre sur la table un texte européen qui ensuite va être débattu. Ce texte européen va être débattu au Parlement européen, où le Parlement européen, les 720 députés, vont avoir pour objectif de trouver un compromis. Un compromis, et donc pour ça, il va y avoir des amendements, il va y avoir des va-et-vient entre les députés pour justement trouver la meilleure formulation, pour trouver le meilleur respect de l'équilibre politique. Et puis, dans le même temps, il va se passer exactement la même chose au Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est la quatrième institution dont je n'ai pas parlé, donc vous voyez là à gauche. Le Conseil de l'Union européenne, c'est les ministres des États membres qui se réunissent pour discuter du fameux texte. Dit autrement, si vous avez un texte qui touche sur des questions économiques, vous allez avoir les 27 ministres de l'économie qui vont se réunir pour discuter de ce texte. Ils vont tenter de trouver un compromis sur le texte qui a été proposé par la Commission européenne. Dans le même temps, comme je vous l'expliquais, le Parlement européen fait pareil et tente de trouver un compromis sur le texte relatif à l'économie. Et une fois que ces deux entités-là ont trouvé un compromis, elles vont se réunir à trois avec la Commission européenne qui, elle, a proposé le texte pour pouvoir trouver justement un texte final qui va refléter la position de l'ensemble des trois institutions. Une fois qu'on a dit ça, vous comprenez que ça prend un temps assez conséquent. C'est pour ça qu'en fait, on parle généralement d'une décorrélation entre l'agenda politique immédiat, les urgences que doivent traiter les politiques en France, par exemple, de ce qui se passe au niveau européen. Parce que fondamentalement, si vous voulez trouver des compromis entre ces trois institutions, institutionnellement parlant, ça demande du temps. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord en l'espace de 2 mois. Bon, sauf qu'il y a d'urgence extrême, on pourra revenir dessus de ce qui s'est passé au cours de la période Covid ou la crise des prix de l'énergie, mais dans le fonctionnement même, c'est fait pour garantir le respect de la pluralité politique au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez 27 États membres, vous avez des sensibilités politiques au sein de chacun des États membres, et puis vous avez aussi le reflet de divergences qui apparaissent en fonction de l'évolution des considérations, des opinions publiques au sein de ces États membres. Et pour respecter cela, on a designé ça qui évidemment prend un certain temps, mais qui permet en fait une chose, qui est à mon sens très importante, c'est l'obtention d'un compromis européen. Alors, ce que vous demandez des politiques au niveau national, qui vont vous dire Bruxelles nous impose ceci, c'est complètement faux. Et ça, c'est la démonstration de pourquoi est-ce que c'est totalement faux. Parce que la négociation fait en sorte que non seulement les États membres ont leur mot à dire au travers du Conseil des ministres de l'Union européenne, mais parce qu'en plus, on cherche à obtenir un compromis entre l'ensemble des institutions de l'Union européenne. Et ça, c'est malheureusement l'un des maux de l'Union européenne, c'est ce manque de compréhension du fonctionnement de l'Union européenne, qui fait que, d'une certaine manière, l'Union européenne est perçue comme étant le bouc émissaire et on va, lorsqu'on a des mesures qui sont assez impopulaires au niveau national, facilement dire l'Union européenne nous impose cela, alors qu'on a pris part aux négociations. Et lorsque l'Union européenne fait des choses bien, parfois on fait quand même des choses bien. Je sais pas, ils ont récemment communiqué sur le fait que désormais on avait un chargeur unique. Je trouve ça quand même super pratique de pouvoir se dire qu'on a un chargeur unique et que désormais notre portable peut être rechargé, on peut l'emprunter à n'importe qui. Ça, c'est l'Union européenne. Et le niveau de communication aussi de l'Union européenne n'est pas forcément bon, n'est pas forcément adapté à ce qui se passe entre Bruxelles et Toulouse. Il y a quand même un monde d'écart, on va pas se le cacher. Et je parle pas seulement de la météo. Et donc, c'est aussi un peu difficile parfois de faire remonter ces informations-là. Mais pourquoi? Parce que la courroie de transmission qui est censée être l'État membre ne joue pas réellement le jeu. Et ça, c'est le premier point, un premier rappel, je pense, qui était nécessaire d'être réalisé. Maintenant, je voudrais opérer un comparatif entre le Parlement européen de 2019, donc c'est-à-dire avec les élections qui avaient été opérées à l'époque, et le Parlement européen qui vient de sortir des urnes en juin dernier. En 2019, on a beaucoup parlé de vague verte au niveau européen. À l'époque, on avait un momentum, c'est-à-dire qu'en 2019, on avait eu, avant les élections, ces fameuses marches, vous vous en rappelez peut-être, où il y avait des millions de jeunes au niveau européen, sous l'impulsion de la Suédoise Greta Thunberg, qui avaient fait les Fridays for Futures.
Pour vous donner un ordre de grandeur, en Allemagne, c'était 1,3 million de personnes dans la rue. 1,3 million de personnes dans la rue. En termes de mobilisation, c'est énorme. En France, on avait un peu moins, évidemment, mais ça a été un phénomène qui a touché l'ensemble du continent européen. C'est-à-dire que dans tous les États membres, on avait des personnes qui se mobilisaient pour la cause climatique. Et ça s'est retranscrit dans les élections européennes. C'est-à-dire que lorsqu'on demandait a posteriori aux personnes pourquoi elles étaient allées voter, l'une des principales raisons, c'était la question climatique. Parce que l'Union européenne était perçue comme ayant l'échelle critique pour répondre à la question du changement climatique. Et à partir de ce moment-là, ça a donné un mandat à la Commission européenne. La Commission européenne, en fait, elle est la résultante d'un équilibre politique. C'est-à-dire que la présidente de la Commission européenne, elle est proposée par les chefs d'État et de gouvernement, par Emmanuel Macron et ses homologues, et ensuite elle est validée par le Parlement européen. C'est-à-dire que si le Parlement européen a la majorité qualifiée, c'est-à-dire que la moitié est plus 1, c'est-à-dire que si le Parlement européen refuse la présidente de la Commission européenne, eh bien à ce moment-là, on doit proposer quelqu'un d'autre. À l'époque, ce qui s'était passé, c'est que on avait un candidat putatif qui s'appelait Manfred Weber, qui est un Allemand, et qui plaisait pas au chef d'État et de gouvernement, notamment à quelqu'un comme Emmanuel Macron. Et donc, on était dans une situation de blocage politique. Et donc, on est venu avec cette solution de dire, OK, on va mettre à la place Ursula von der Leyen. Et vu qu'elle n'avait pas de légitimité politique en tant que telle, elle n'avait pas été élue directement, elle devait s'appuyer sur la base. Elle devait s'appuyer sur le résultat des élections européennes. Et qu'est-ce que montrait très clairement le résultat des élections européennes? C'est qu'il y avait une appétence pour traiter et faire des questions climatiques la priorité du mandat à venir. Et ça a rejailli, et on va le voir au cours de cette présentation, comme étant le fil rouge des 5 années qui se sont écoulées. Et donc, en fait, généralement, comment ça marche au Parlement européen? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est compliqué pour avoir des compromis, mais traditionnellement, on avait toujours une majorité absolue entre deux groupes politiques au sein du Parlement européen. On avait une majorité absolue entre le PPE. Le PPE, qu'est-ce que c'est? C'est le Parti populaire européen, c'est la droite européenne. En France, ça correspondrait au LR de François-Xavier Bellamy. On avait une alliance entre le PPE et les sociodémocrates. Sociodémocrates, vous l'avez compris, la gauche, en France, Parti socialiste. À deux, traditionnellement, jusqu'en 2019, ils étaient capables, lorsqu'ils se mettaient d'accord, d'obtenir une majorité au sein du Parlement européen. Donc ils n'avaient pas besoin, entre guillemets, de l'avis des autres députés, des autres groupes politiques. Pour la première fois en 2019, à deux, ils n'avaient pas la majorité absolue. Et donc ils étaient obligés de nouer une alliance qu'on appelle tripartite, qui allait intégrer Renew Europe, que vous voyez en bleu clair, là, sur le graphique, à 98. Renew Europe, qu'est-ce que c'est? Renew Europe, c'est les libéraux. C'est les libéraux qui étaient notamment menés par Emmanuel Macron au niveau européen. Et donc, en fait, sans l'aval de Renew Europe, la droite européenne et les sociodémocrates n'étaient pas en capacité d'avoir une majorité sur les dossiers. Et donc là, ça a reconfiguré le Parlement européen. Ça a obligé à faire des compromis, parfois plus ambitieux sur la question environnementale, puisque Renew Europe, ils allaient plutôt tirer la question environnementale vers la gauche de l'échiquier politique européen, plutôt que vers la droite. Et ensuite, sur plein d'autres questions, sur les questions économiques, ça a obligé, entre guillemets, à prendre une position qui était éventuellement un peu plus libérale. On a souvent dit de Renew Europe, des libéraux, qu'ils étaient les faiseurs de roi. Sans eux, la majorité ne se faisait pas. Qu'est-ce qui se passe désormais en 2024? En 2024, vous êtes dans ce même schéma-là. C'est-à-dire que le Parti populaire européen plus les sociodémocrates à deux n'ont pas la majorité absolue. Ils doivent donc, avec les libéraux de Renew Europe, constituer une majorité à trois. Cette majorité à trois, elle est fragilisée. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que Renew Europe a perdu des sièges. Ils ont perdu 20 sièges. Par exemple, en France, le parti d'Emmanuel Macron est passé de 23 eurodéputés à 13 eurodéputés. Et ça s'est marqué au niveau européen avec une baisse des libéraux et une montée des droites et des extrêmes droites au niveau européen. Lorsque vous regardez le graphique, vous vous rendez compte de deux choses. Que les Verts également ont connu une baisse assez significative. Ils sont passés de 53 à 70 à 53. Et que ça s'est fait au profit de l'extrême droite européenne. On a ce qu'on appelle ICR. ICR, c'est des chrétiens réformistes au niveau européen. Ils ont été à l'époque fondés par des Britanniques. En France, c'est pas très représentatif. C'est le parti d'Éric Zemmour, mais ça vaut pas le coup en fait d'utiliser cette comparaison. C'est plutôt utile d'utiliser l'Italie et Giorgia Meloni. C'est-à-dire que c'est un parti post-fasciste qui est au gouvernement, qui n'est pas à l'extrême droite, mais qui quand même est très très à droite sur les questions identitaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ICR. Et ICR a gagné des sièges. Et après, vous avez PFE, ESN. Qu'est-ce que c'est?
PFE, c'est le groupe de Jordan Bardella au niveau du Parlement européen. Donc, il est président de ce groupe-là. Ça contient notamment des alliés comme la Hongrie de Viktor Orban, pas très fréquentable. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle ESN. Ça, c'est encore plus extrémiste. Oui, il est possible de faire plus extrémiste. Globalement, c'est parti d'extrême droite en Allemagne. Donc voilà, je ne fais pas trop de dessins, mais vous voyez un peu la mouvance que ça représente, avec notamment sur les questions identitaires ou immigration. Et donc là, il y a un risque à l'heure actuelle que le Parti populaire européen cherche à obtenir des majorités en allant non pas sur sa gauche, mais sur sa droite. Et ça, c'est le principal risque, en fait, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent et sur lequel je vais revenir, et tout ce qui risque d'être fait à l'heure actuelle. Sur un certain nombre de sujets, on a eu des avancées concrètes, et je vais vraiment détailler tout ça, la fin de vente du véhicule thermique neuf, etc. Sur un certain nombre de sujets, sur la biodiversité, sur les pesticides, on n'a pas réussi à obtenir de compromis. Et le principal risque, en fait, c'est qu'on n'obtienne pas de compromis, ou alors qu'on obtienne des compromis qui sont moins disants vis-à-vis des propositions de la Commission européenne, parce que justement, on aura une alliance de la droite et de l'extrême droite au niveau du Parlement européen. Ça, c'est un peu pour l'équilibre politique au niveau du Parlement européen. Ici, vous avez en gros je vais pas revenir dessus de manière détaillée, vous avez toutes les personnes qui sont commissaires européennes désormais au niveau de Bruxelles. En France, comme je vous l'ai expliqué, vous avez Stéphane Séjourné. Si on devait retenir une personne, deux personnes même, qu'il faudrait pointer du doigt, entre guillemets, Teresa Ribera. Teresa Ribera, c'est la numéro 2 au niveau du Parlement européen. C'est une Espagnole. Elle était ministre des questions environnement au niveau espagnol. Elle est une parfaite connaisseuse des sujets. Elle est social-démocrate, donc elle a une vraie appétence dans son logiciel culturel, politique pour ces questions-là. En France, elle a aussi exercé des fonctions. Elle était directrice d'un think tank de confrères donc, qui s'appelle l'Institut du développement et des relations internationales, qui est extrêmement connu et qui œuvre beaucoup dans le cadre des négociations des COP. C'est une vraie connaisseuse du sujet et c'est une personne qui, entre guillemets, donne de l'espoir sur l'avenir de la transition énergétique au niveau européen. Vous avez une autre personne, c'est Raphaël Fitto. Raphaël Fitto, c'est un Italien. Vous voyez qu'ici, il a un poste de vice-président. Donc, en France, je comparais ça à une poste de ministre d'État, protocolairement parlant. Donc, quand même très important. Raphaël Fitto, il est italien. Il a été proposé par Giorgia Meloni. Donc, on a quelqu'un qui vient globalement d'un parti post-fasciste qui est en responsabilité au niveau européen. Et ça, c'est une vraie alerte sur les questions de l'état de droit et sur la question de la démocratie. Et ça vous montre également qu'il y a une forme, et je reviendrai dessus par la suite, de normalisation au niveau européen, comme ce qui est en train de se passer au niveau national, des figures de la droite ou de l'extrême droite, enfin de l'extrême droite, pardon, européenne. Et ça pose question, in fine, sur jusqu'où est-ce qu'on sera prêt à aller pour tenter de trouver des compromis, jusqu'à quel type de majorité, jusqu'à qui on osera parler, entre guillemets, pour avoir. Parce que comme je vous l'expliquais, dans le groupe de Giorgia Meloni au niveau du Parlement européen, certes, il y a Giorgia Meloni qui, peut-être pour certains, est fréquentable, mais on a d'autres personnes aux idées, par exemple en France, Éric Zemmour, qui, pour le coup, sont beaucoup plus radicales. Donc là, ça pose question, in fine, sur la capacité à obtenir des compromis avec ce type de personnes. Ici, là, vous avez une représentation en fait de l'affiliation politique au niveau du Conseil européen. Donc, comment se font les décisions au Conseil européen? Généralement, vous avez soit une majorité qualifiée, soit vous avez l'unanimité. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement, ils sont dominés par la droite européenne. La droite européenne détient plus de 15 États membres au niveau européen. Donc en fait, c'est elle qui va impulser le dialogue politique au niveau européen. Maintenant, je voudrais revenir sur un concept qui permet en fait de façonner la manière dont on design les politiques énergétiques au niveau européen. Pour la faire très simple, vous avez ce triangle qui explique la difficulté d'avoir une politique qui englobe l'ensemble des considérations. La première question qu'on a souvent en tête lorsqu'on fait de la politique énergétique, c'est la question de la durabilité. Comment on fait en sorte de transitionner d'un système qui, à l'heure actuelle, repose pour 2 tiers sur les énergies fossiles en France et en Europe, vers un système qui est décarboné? Ça, c'est la question de la durabilité. Faire en sorte de transitionner, opérer la transition énergétique d'un système carboné à un système décarboné. C'est la question de la durabilité qui va protéger les citoyens européens face au changement climatique. Ensuite, vous avez la question de la sécurité énergétique. La question de la sécurité énergétique, personne s'en soucie vraiment jusqu'à ce qu'on ait un problème. Dit autrement, en fait, la sécurité énergétique, c'est comment on fait en sorte, parce que l'énergie est vitale dans notre vie au quotidien, de s'assurer qu'on a un approvisionnement à 24 heures sur 24 sécurisé. Dit autrement, comment on évite de dépendre d'un seul et même fournisseur
sur la question du gaz, sur la question du pétrole, mais on essaye de diversifier nos approvisionnements et en même temps, on essaye de faire en sorte de ne pas dépendre de pétromonarchie ou de pays autoritaires pour les questions du gaz. Ça, c'est des questions de sécurité énergétique. Et vous avez la question de la compétitivité. Comment vous faites en sorte que le prix de l'énergie soit pas cher? Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un trilemme énergétique. C'est-à-dire que par définition, il est difficile, voire impossible de répondre aux trois enjeux en même temps. À partir du moment où vous voulez de l'énergie pas chère, prenez du gaz russe. Mais le gaz russe, c'est pas compatible avec des questions de sécurité et d'approvisionnement, on l'a vu récemment. C'est pas compatible avec des questions de durabilité. À partir du moment où vous voulez des questions, par exemple, de sécurité d'approvisionnement, vous voulez peut-être faire un partenariat avec un certain nombre d'États membres, le gaz norvégien. Le gaz norvégien, donc là, vous avez une sécurité parce que c'est un partenaire démocratique sur lequel on peut compter. Ça pose la question de la compétitivité. Éventuellement, on peut se dire qu'on négocie à un prix d'amis. Mais d'un point de vue de la durabilité, évidemment, le gaz émet des émissions de CO2 lorsqu'on le brûle pour produire de l'électricité, lorsqu'on le brûle pour se chauffer, et donc ce n'est pas bon. Et en fait, toutes les questions qui se posent doivent passer au travers de cette grille de lecture, de ce prisme de réflexion. Et jusqu'à présent, la Commission européenne, sur les 5 dernières années, a beaucoup mis l'accent sur la question de la durabilité avec le pacte vert. Et je vais revenir dessus par la suite. Et maintenant, on a un mouvement de balancier qui fait qu'on va avoir des questions de compétitivité qui reviennent sur le devant de la scène. Mario Draghi a fait un rapport sur ces questions-là, sur l'avenir de la compétitivité au niveau européen. Il vous montre, par exemple, que l'écart de prix entre l'Europe, la Chine et les États-Unis est de l'ordre de grandeur de x2, x3. Donc là, c'est une question de compétitivité. Il vous montre aussi une autre chose, c'est que si vous voulez réduire cet écart de prix, vous pouvez jouer sur la fiscalité énergétique. La fiscalité énergétique des énergies fossiles. Il vous dit concrètement que l'une des solutions, c'est éventuellement rendre le gaz moins cher en le taxant moins. Ça, c'est des enjeux de durabilité qui sont pas respectés. Donc en fait, vous devez toujours faire cet arbitrage-là. Et à l'heure actuelle, les plus vocaux au niveau européen, ceux qui auront le plus leur mot à dire, c'est les industries. Et les industries, elles, leur but à court terme, c'est de maximiser leur rentabilité économique. Donc c'est de mettre la question de la compétitivité sur le devant de la scène, garantir que l'énergie, elle arrive quoi qu'il arrive, et mettre la question de la durabilité peut-être un peu plus de côté. Et c'est le principal risque, en fait, de la mandature qui s'ouvre. Maintenant, le pacte vert européen. Je vais revenir sur ce qui s'est passé les 5 dernières années. Le pacte vert européen, déjà, en levant la main ici, qui en a entendu parler, déjà concrètement? Tac, tac, tac. Moi, je pense. C'est déjà pas mal. Franchement, généralement, je suis sur beaucoup moins. Le pacte vert européen, qu'est-ce que c'est? Le pacte vert européen, en fait, c'est la grande initiative qui a été annoncée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, comme étant la réponse aux élections européennes de 2010, en disant, on a mis la question de l'environnement, du climat sur le devant de la scène, je vais vous faire délivrer le pacte vert européen. Le pacte vert européen, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de propositions, législatives ou non, parfois des communications, parfois des règlements européens, parfois des directives, qui ont vocation à transformer la manière dont on produit, la manière dont on consomme, la manière dont on se déplace au niveau européen, avec un objectif qui est l'atteinte de la neutralité climatique à l'horizon 2050 au niveau européen. L'atteinte de la neutralité climatique, qu'est-ce que c'est? Atteindre la neutralité climatique, ça veut dire qu'en 2050, on aura réduit au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, en changeant la manière dont on va se déplacer, consommer, etc. Et puis on aura des émissions résiduelles. Ces émissions résiduelles qu'on peut pas faire disparaître parce que technologiquement ou enfin c'est impossible. Et ces émissions-là, on va les absorber. On va les absorber soit au travers de manière naturelle, c'est le rôle des océans, c'est le rôle des puits carbone, des forêts, soit on va les absorber au travers de la technologie, ça c'est beaucoup plus hasardeux, c'est ce qu'on appelle la capture, le stockage de CO2. C'est des gros aspirateurs géants qui vont capter le CO2 et le mettre sous terre. Et donc là, on va passer non seulement des émissions résiduelles à des émissions négatives. Et ça, c'est le concept de neutralité climatique. C'est-à-dire que votre delta entre ce que vous émettez et ce que vous arrivez à capter, in fine, il est négatif. Ça, c'est l'horizon 2050. En France, on a l'objectif de neutralité carbone qui est un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on s'attaque juste au CO2, pas à tous les gaz qui réchauffent comme le méthane, par exemple. Mais globalement, on est quand même sur une trajectoire qui est similaire. On a un contexte nouveau, et je vais revenir dessus par la suite, évidemment, c'est tout ce qui est la guerre en Ukraine qui a remis en avant la dépendance massive aux énergies fossiles importées, le coût que ça représentait. Et puis on a en fait un calendrier. 2050, c'est quand même dans assez longtemps. Donc on a mis un calendrier intermédiaire, on a 2030. Et à 2030, on a un objectif de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici là. Jusqu'à présent, on avait un objectif de 40%. 55%, c'est extrêmement ambitieux. Ça nous permet en fait de maintenir un objectif de 1,5 degré au niveau. Voilà.
Maintenant, la question qui se pose, c'est, et ça va être d'actualité avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est quel est l'intérêt de faire en sorte que nous, on se positionne vis-à-vis de la neutralité climatique. Lorsque on signe l'accord de Paris, tout le monde est content, tout le monde se dit très bien, on a atteint un véritable point de non-retour. L'histoire vous montre que bah non, parce qu'on a des élections aux États-Unis qui font qu'on il peut revenir dessus assez rapidement. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est l'élan qui a été créé suite à ça et auquel l'Union européenne a réussi à contribuer. Lorsque l'Union européenne adopte cet objectif d'atteinte de neutralité climatique à l'horizon 2050, ça se fait entre avril et septembre 2019. À ce moment-là, 20% du PIB mondial s'est engagé à atteindre cet objectif. Et le signal que vous envoyez aux partenaires internationaux, il est le suivant. En 2050, on va consommer du ciment vert. En 2050, on va consommer de l'acier vert dans nos constructions. On va rouler en véhicule électrique. Soit vous serez capable de nous fournir, vous Chinois, vous Américains, vous partenaires internationaux, ce type de technologie, soit on le fera chez nous. Et vous perdrez un marché de 450 millions de consommateurs. Et 450 millions de consommateurs, c'est quand même pas rien pour ce type de partenaires internationaux. Et donc, en fait, factuellement parlant, ça force une réflexion économique dans dans ces pays-là. De se dire, si on loupe le coche, ça sera trop tard pour rattraper notre retard à terme et on perdra des parts de marché. Et donc, on va tous se positionner en réponse à cet objectif-là et on va tous adopter, nous aussi, l'objectif de neutralité climatique. Pour que non seulement on apprenne à le faire et à le vendre aux Européens, mais qu'en même temps, on en bénéficie de l'avantage économique dont on pourrait tirer. Parce qu'un pays comme la Chine, par exemple, on en parle souvent, et je reviendrai dessus par la suite, mais ils font beaucoup de véhicules électriques, etc. Mais la Chine est pauvre en pétrole. Donc la Chine, elle importe en pétrole. Donc elle a aussi des problématiques qui nous concernent. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle dépend des marchés internationaux, des producteurs de pétrole pour son économie. À partir du moment où ils déploient en 2024 plus de panneaux solaires que le monde ne déploie en 2022, eh ben, l'électrification qui est en train de se passer là-bas, elle fait que l'électricité va être produite en Chine, elle sera consommée en Chine, et ça sera utile pour la Chine. Ils font pas ça pour des questions climatiques, ils font ça par pragmatisme économique. Et lorsque vous avez des personnes comme les Chinois qui vous disent que d'un point de vue économique, s'il est intéressant de faire cette transition énergétique, je pense que ça doit tous nous faire réfléchir. Pas seulement sur le faire d'un point de vue climatique, ça, des personnes sont convaincues, je suis convaincu à titre personnel, ok, c'est très bien, mais on n'atteindra pas un effet de masse avec cet argument-là. Par contre, si vous prenez l'argument économique, c'est un argument qui est très fort. Et ce qui va se passer au niveau américain, ça va être très intéressant à suivre. Parce que Trump va revenir sur un certain nombre de technologies, enfin de financement à des technologies, mais il va aussi se rendre compte que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est un plan massif de plus de 300 milliards d'euros qui a été mis sur la table par Biden pour financer des technologies propres, il a aussi créé des emplois aux États-Unis, dans un certain nombre d'États qui sont républicains en plus. Donc à partir du moment où vous allez commencer à toucher ce type de subvention, vous allez vous rendre compte que vous touchez l'économie de manière générale. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, là, on a au niveau mondial à peu près 80% du PIB mondial qui est engagé à atteindre la neutralité climatique. À un horizon 2050-2060, vraisemblablement, on sera au-dessus des 1,5 degrés, on va pas se mentir. Même si, voilà, il faut toujours être optimiste dans la vie. Là, je crois que c'est le pragmatisme qui parle. Et en fait, l'objectif est désormais de voir comment est-ce qu'on maintient cet élan alors que les États-Unis sont partis. Et donc l'objectif, c'est de voir comment l'Union européenne peut continuer à impulser cet élan au niveau international. Pour être le leader des technologies vertes, donc vraiment faire en sorte de maîtriser tout ça, il y a différents moyens. Ces différents moyens, on a tenté de vous les représenter là au travers de cette infographie, mais vous avez déjà, dans un premier temps, c'est soutenir la recherche et l'innovation. Parce qu'une partie des technologies dont on parle là, elles n'existent pas encore. Et donc, si vous voulez faire en sorte qu'elles existent, vous devez investir maintenant dans la recherche et l'innovation, avec un risque évidemment que ça ne prenne pas, mais faire en sorte que derrière, on se donne les moyens de nos ambitions. Ça, c'est faire en sorte que, allez, en 2035, l'hydrogène vert soit, on puisse le produire, enfin, on peut le produire à l'heure actuelle, mais que ce soit rentable économiquement, qu'on puisse le transporter facilement, etc. C'est faire en sorte peut-être de trouver une nouvelle technologie sur les batteries. Là, on fait des batteries lithium-ion. Peut-être qu'on fera des batteries sodium-ion, peut-être qu'on fera un autre type de batterie. Et donc là, il faut investir maintenant. C'est pas facile quand vous n'avez pas, comme c'est le cas à l'heure actuelle, de capacité budgétaire. Et donc là, ça pose la question de si vous ne le faites pas au niveau national, est-ce que vous ne devez pas le faire au niveau européen?
La deuxième possibilité, c'est d'adopter une réglementation stricte et ambitieuse pour créer les marchés et les solutions de demain. C'est bien beau de produire du ciment vert, mais en fait, si vous n'avez pas de débouché derrière, ça sert à rien. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est réfléchir à la manière dont, par exemple, dans les appels d'offres de commandes publiques, vous allez mettre en place des critères pour faire en sorte d'avoir des obligations d'utilisation du ciment vert. Pour faire en sorte que votre industriel soit sûr que son ciment vert, il a une débouchée derrière. Ça, c'est le rôle de la réglementation. Vous dites, je veux que dans les prochains marchés publics, 10% des marchés publics intègrent du ciment vert à l'horizon 2030. Et là, vous créez de la demande. Et vous créez une appétence à produire du ciment. Vous pouvez appliquer le principe du pollueur-payeur. Ça, c'est peut-être le principe le plus connu, on va dire, au niveau économique. On met un prix au niveau du CO2, enfin du carbone. En fonction de votre niveau d'émission, vous payez ce prix. Ça marche dans la théorie économique. On viendra plus tard dans les faits. C'est un peu plus compliqué. Vous pouvez réglementer pour ne plus proposer à la vente des produits les plus polluants. Ça semble évident, en fait. C'est comme ça. Enfin, vous vous rendez compte que l'amiante, ça pollue, bah, on essaie de plus en mettre. Et donc, pour ne plus en mettre, on met une réglementation. Et ça, c'est le rôle, en fait, de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a un vrai pouvoir normatif. Parce qu'elle est capable de faire en sorte qu'à 27, on se mette d'accord sur des réglementations qui soient strictes et des standards qui s'appliquent. Ces standards-là, ensuite, après, on essaiera de les reproduire au niveau international. Faire en sorte que les produits qui arrivent respectent ces standards. Et puis, vous pouvez déployer les infrastructures vertes. Les infrastructures vertes, pour venir à Toulouse aujourd'hui, enfin, hier, j'ai pris le train. Ça a pris 4 heures. Ça va. Mais au bout de 4 heures, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu long. J'aurais pu prendre l'avion. C'est vrai. L'avion, c'est 1 heure. D'un point de vue temporel, c'est beaucoup plus rapide, même avec les contrôles à l'aéroport, etc. C'est beaucoup plus commode. Et donc, j'aurais même pas eu à passer une nuit à Toulouse. J'aurais juste pu prendre un avion ce matin, arriver, faire ma conférence, repartir ce soir. Si vous voulez faire en sorte d'éviter ce type de comportements qui sont carbonés, vous devez faire en sorte de déployer des infrastructures vertes. Par exemple, des lignes de train. Pour aller à Toulouse, ça va depuis Paris, ça existe. Mais parce que je pars de Paris. Parce que tout, en fait, en France, si vous regardez une carte, passe par Paris. À la base, moi, je viens de Lyon. Si je m'avais voulu faire un Lyon-Toulouse, je ne sais pas si ça existe. Ça existe? Ok, c'est pas un bon exemple. Si j'avais voulu faire un Lyon-Rennes, je crois que ça n'existe pas. Je crois qu'il faut passer par Nantes. Et pour vous donner un exemple, une fois, j'avais dû faire un Paris-Poitiers. Et puis après, depuis Poitiers, je devais aller dans le sud de la France. Et c'était plus simple de retourner à Paris pour ensuite prendre parce que la connexion n'existait pas. Et donc là, en fait, c'est la capacité de déployer des infrastructures vertes. Faire en sorte, justement, d'éviter des types de comportements carbonés. Donc, au travers du pacte vert européen, il y a beaucoup trop de mesures pour qu'on les détaille aujourd'hui. Mais par contre, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle le Fit for 55. Là, toutes les personnes qui ont levé la main sur le pacte vert tout à l'heure, je pense qu'elles vont pas lever la main sur si je vous demande est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Mais en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc pour ça, en fait, on a adopté un certain nombre de normes. Je vais revenir sur peut-être les normes les plus notables, et puis après, vous avez le PowerPoint et vous pourrez regarder un peu plus en détail. La première des choses, enfin l'une des premières directives qui a été appliquée, mise en œuvre, non plutôt adoptée, elle est en train d'être mise en œuvre, c'est la question des énergies renouvelables. On a fixé au niveau européen un objectif de consommation d'énergie renouvelable finale brute. Dit autrement, à l'horizon 2030, on fera en sorte qu'une grande partie de notre production d'électricité au niveau européen, qu'une partie de notre production de chaleur au niveau européen, la chaleur renouvelable via la géothermie, et une partie de l'énergie qui est utilisée dans les transports soit renouvelable. Et ça, c'est grâce à un objectif qui a été fixé au niveau européen. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez sur le graphique là circulaire, en France comme en Europe, les principales énergies qui sont consommées au quotidien, ce sont des énergies fossiles. C'est le pétrole pour votre voiture, c'est le gaz pour se chauffer, c'est le charbon dans une partie des États membres pour produire de l'électricité. Les énergies renouvelables, hier est sorti un rapport d'un think tank qui s'appelle Ember, qui est un think tank britannique, et qui dit que pour la première fois dans la production d'électricité, le solaire a dépassé le charbon, ce qui est une vraie bonne nouvelle au niveau européen. Pourquoi? Parce que le charbon, lorsque vous le brûlez pour faire de l'électricité, ça fait quoi? Ça fait 1000 kg de CO2 équivalent. Une centrale à gaz, c'est 500, donc c'est déjà 2 fois moins, donc c'est pas mal de passer du charbon au gaz. Le nucléaire, c'est entre 10 grammes, c'est rien.
Les énergies renouvelables, c'est un tout petit peu plus, mais c'est moins. Enfin, le nucléaire et les énergies renouvelables, c'est du bas carbone, donc c'est moins de 100 grammes de CO2. Donc c'est évidemment ce sur quoi il faut insister si on veut transitionner vers un système qui soit décarboné. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, l'objectif, il est de passer des énergies fossiles à de l'électricité décarbonée. C'est ce qu'on appelle une électrification des usages. C'est-à-dire qu'on va passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, électrification des usages. On va passer d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur, électrification des usages. Et donc, on va remplacer l'utilisation du charbon et du gaz par de l'électricité décarbonée. Cette électricité décarbonée, elle peut être produite par deux moyens, soit c'est les énergies renouvelables, solaire, éolien, hydraulique, par exemple, soit c'est le nucléaire. Et ça, c'est un choix qui repose sur un certain nombre d'États membres. Des États comme l'Allemagne font le choix de ne pas faire de nucléaire, l'Autriche pareil, des États comme la France, la Slovaquie font le choix du nucléaire. Et ça, c'est un choix qui est souverain, sur lequel l'Union européenne n'a pas son mot à dire. Par contre, l'Union européenne donne des incitations au travers justement cette adoption d'un objectif d'énergie renouvelable pour faire en sorte euh, que les États membres, à très court terme, se positionnent là-dessus. Donc, tous les États membres, dit concrètement, ont un objectif d'énergie renouvelable à respecter. Un horizon de temps 2020, un horizon de temps 2030. La France fait partie des pays qui n'ont pas respecté leur objectif de déploiement des énergies renouvelables. Dit autrement, en 2020, on avait un objectif de 23%, on était à 19%. On l'a loupé de beaucoup. Et ça, c'est important parce que c'est pas seulement la production d'électricité. En France, la production d'électricité, elle est décarbonée à 95%. Par contre, c'est aussi la chaleur renouvelable. Je vous en parlais tout à l'heure. En 2008, 2008, ouais, ou 2009, je sais plus. Il y a eu en France ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est un truc qui a été mis sous Nicolas Sarkozy pour justement dire on va faire de la question climatique quelque chose d'important. On se réunit, on fait un Grenelle, etc. et on prend des objectifs. À l'époque, c'est Jean-Louis Borloo qui fait ça. Ces objectifs, ils n'ont pas été tenus. Ça arrive, on ne tient pas nos objectifs. Si on avait tenu nos objectifs à l'époque, en matière d'isolation des bâtiments et donc de rénovation des bâtiments, en 2020, donc la date à laquelle on devait respecter ces objectifs, on n'aurait plus besoin de gaz russe. En France, en 2020, on dépendait à 20% du gaz russe. Donc là, ça vous pose aussi l'intérêt de suivre et de respecter les objectifs. On peut prendre des objectifs pour en parler dans les médias, dire regardez ce qu'on fait, c'est génial. Si on n'a pas un suivi derrière et si on n'a pas les politiques publiques qui accompagnent le déploiement de ces objectifs-là, ça sert à rien. Et pourtant, tout l'intérêt, il aurait été évident. Se priver de gaz russe, ça aurait été faire en sorte que les prix n'augmentent pas de manière si volatile à l'époque en France. Bon, après, on avait d'autres problèmes et je reviendrai dessus par la suite, mais vous comprenez l'idée. On a la même déclinaison sur la question de l'efficacité énergétique. La question de l'efficacité énergétique, c'est faire en sorte de mieux consommer son énergie. Le meilleur exemple, c'est dans les bâtiments. Vous isolez un bâtiment, vous consommez moins d'énergie, sauf s'il y a ce qu'on appelle un effet rebond, qui est qu'une fois que vous isolez, vous avez tendance en fait, comment dire, plus consommer d'énergie, mais à consommation égale, en fait, à isolation différente, vous allez consommer moins d'énergie de manière générale. Et donc là, on a un objectif aussi qui a été adopté au niveau européen, qui en fait permet de donner une trajectoire dans la même ligne que les énergies renouvelables. Vous avez aussi le marché carbone européen. Je vais revenir un peu plus longtemps dessus parce que c'est un principe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le principe du pollueur-payeur. Ça, les économistes, ils aiment beaucoup ce concept-là, évidemment. Vous émettez du CO2, vous payez derrière pour compenser ces émissions de CO2. Le marché carbone européen, il s'applique dans un premier temps à des producteurs d'électricité. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vous donnais les grands ordres de grandeur sur la production d'électricité. Une centrale à charbon qui produit 1000, une centrale à gaz qui produit 500 et les renouvelables et le nucléaire qui produisent rien du tout. Et donc, en fait, si vous produisez avec de l'électricité avec une centrale à gaz, si vous émettez X tonnes de CO2, vous allez devoir faire en sorte de payer un prix pour l'émission de cette tonne de CO2. Et ce prix est déterminé selon les lois d'un marché. Pareil, si vous produisez de l'électricité à partir de charbon, qui est 2 fois plus polluant que le gaz, vous allez donc faire en sorte de payer un prix en fonction de vos émissions de CO2. Et une fois que je vous dis ça, vous comprenez qu'à partir d'un certain prix, il est plus rentable de produire de l'électricité à partir de gaz qu'à partir de charbon. Puisque le renchérissement qui est induit par le prix de la tonne de CO2 fait que, économiquement parlant, autour des 30 € la tonne de CO2, il vaut mieux produire de l'électricité à partir de gaz qu'à partir du charbon. Et donc en fait,
ce marché, il a permis de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans la production d'électricité au niveau européen. Et donc, de manière générale, à l'heure actuelle, en Europe, la première source de production d'électricité bas carbone, enfin la première source de production d'électricité tout court, c'est le nucléaire. 25% de l'électricité est produite à partir du nucléaire. Et ensuite, vous avez les énergies renouvelables, notamment ça doit être, je pense que c'est l'hydro. Non, l'hydro doit être 12. Vous avez peut-être l'éolien, le solaire, plutôt solaire. Et puis vous avez aussi du gaz qui produit, je pense, 11% maintenant, et un peu de charbon. Ça, c'est pour ce qui s'est passé grâce au marché carbone européen. Et puis, vous avez un autre type d'acteurs qui sont soumis au marché carbone européen, ce sont les industriels. C'est-à-dire faire en sorte que les industries qui émettent énormément de CO2, les industries du ciment, de l'acier, ce qu'on appelle de la chimie, etc., euh, vont également renchérir leur production du prix de la tonne de CO2. Ça, c'est la manière dont économiquement ça devait s'organiser. Sauf que quand on a mis ça en place, les industriels, ils n'étaient pas contents. Ils disaient, bah non, ça va nous coûter trop cher, on va perdre économiquement parlant. Donc, on a mis en place un système qu'on appelle d'allocation gratuite. Dit autrement, vous avez des droits à polluer qui sont octroyés à ces industriels sur base d'un benchmark qui a été réalisé à l'époque pour faire en sorte justement de dire, pour vous protéger et pour faire en sorte de ne pas renchérir trop vos coûts de production, on vous donne des allocations gratuites pour polluer. Et chaque année, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit les vendre sur le marché en fonction du prix du CO2, soit vous les gardez indéfiniment, parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Le prix du marché CO2 pendant 15 ans, 2000, ouais, non, 10 ans, allez, ouais, 12 ans, il a été autour de 5 euros la tonne de CO2, ce qui, en fait, ça représente rien, en fait. Et donc, il n'y a aucune incidence sur tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent. Il commence à être utile à partir du moment où il est autour des 25-30 euros la tonne de CO2 pour opérer justement un changement entre la production d'électricité à partir de gaz et de charbon et de gaz. En 2018-2019, on fait des réformes au niveau européen parce qu'on se rend compte que ça marche pas. Et on arrive à mettre en place un mécanisme qui fait justement en sorte que le prix monte. À l'heure actuelle, le prix est à 60 euros la tonne de CO2, ce qui est une vraie bonne nouvelle. Sauf qu'entre-temps, les industriels, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient soit le choix chaque année de payer leur quota à polluer, soit d'utiliser les allocations gratuites. Ils se sont dit, bah, ça coûte tellement rien, on va les payer. Et donc, on va garder les allocations. Donc, ce qui fait qu'à un moment, en fait, là, et vous voyez sur le graphique, le rythme d'émission, enfin de baisse des émissions dans les différents secteurs entre l'industrie en orange et l'électricité en bleu est bien différent. Parce que l'électricité n'avait pas ses quotas gratuits et que l'industrie les avait. Et donc, en fait, l'industrie n'a pas joué son rôle dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre sur les dernières années. Et donc là, en fait, ça vous montre l'une des faiblesses à l'heure actuelle du marché, qui est de dire qu'on a peut-être trop protégé les industries. C'est pas un discours qui est facile à tenir en période où les industriels vont mal, mais fondamentalement, ils ont fait énormément de profits à une époque où, s'ils avaient été visionnaires, entre guillemets, ils auraient investi dans la décarbonation de leur modèle économique. Ils l'ont pas fait pour maximiser les profits à court terme. Et donc maintenant, ils sont dans une logique en France, par exemple, à l'heure actuelle, on a plus de plans sociaux, on a plus de fermetures d'usines que d'ouvertures d'usines en 2024, et vous avez une baisse des émissions de l'industrie qui n'est pas due au fait que l'industrie se décarbone, mais parce qu'on a une baisse de la production. Ça, c'est un mouvement, et on parle beaucoup de réindustrialisation en France, mais on a encore un mouvement de désindustrialisation. Euh, et donc ça, en fait, c'est aussi la question de savoir comment est-ce qu'on agence les mécanismes du marché avec les réalités de terrain. Un des mécanismes qui va bien avec ça, c'est la question du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En fait, à partir du moment où vous allez produire de l'acier vert, eh ben, la Chine va aussi le faire. Et donc la Chine va tenter d'exporter cet acier vert. Et le risque, c'est de se dire, les Chinois vont produire de l'acier qui est censé être vert, mais qui ne l'est pas réellement. Et donc ils vont arriver sur le marché, ils vont inonder notre marché et on ne sera pas compétitif. Pour éviter ça, on va mettre en place aux frontières un mécanisme qui va renchérir le coût de l'importation en fonction du contenu carbone de l'importation. C'est-à-dire que si votre produit il est produit en, en brûlant du gaz ou en brûlant du charbon, on va renchérir le coût de cette production du prix du carbone pour faire en sorte qu'on les mette sur un pied d'égalité avec la production européenne. Ça, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui s'applique sur 5 secteurs, le ciment, l'acier, le fer, l'aluminium, les engrais et l'électricité. Ça vise en fait à protéger les industriels et éviter ce qu'on appelle des délocalisations. Dit autrement,
Si vous avez des règles qui sont trop contraignantes et que vos concurrents ne les appliquent pas, vous avez plus intérêt à aller chez vos concurrents produire et ensuite importer sur le marché européen. Donc pour éviter ça, on met en place ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour mettre, euh, en anglais on s'appelle ça un level playing field, un niveau de concurrence équivalent. Ça fait partie aussi des grandes mesures qui ont été adoptées au niveau européen, qui permettent justement de maintenir la compétitivité des entreprises. Vous avez également ce qu'on appelle un second marché carbone européen. Ça, je pense que personne n'en a entendu parler parce qu'il n'est pas encore en vigueur. Il va rentrer en vigueur en 2027. Et ça va vous concerner tous, vous et moi. On va renchérir le coût des factures de chauffage et de transport routier. Ça va s'appliquer pour les bâtiments et pour les transports. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un prix carbone qui va être déterminé en fonction d'un marché et qui va faire en sorte de jouer ce qu'on appelle le signal prix. Alors, c'est du moment où le prix est trop élevé, les gens ont tendance à se détourner de cet objet pour consommer différemment. Ça, c'est la théorie économique. Ça, ok. Sur le papier, okay, ça peut marcher. Bon, ça marche déjà pas trop pour les entreprises. Je vois pas comment ça marche pour des particuliers. Pourquoi? Parce que qui, dans ces modélisations économiques, se dit on est soumis à un marché carbone au niveau européen, dont personne ne connaît l'existence et ne connaîtra l'existence à terme. Ce marché carbone européen, il va falloir anticiper ces fluctuations pour pouvoir déterminer s'il est rentable économiquement pour moi d'installer une pompe à chaleur désormais. Sauf si vous êtes un professionnel de la transition énergétique qui en plus aime la comptabilité, je ne vois pas qui fait ça. Et donc en fait là, c'est le problème où la théorie économique est confrontée en fait au fait que nous ne sommes pas rationnels économiquement parlant. On ne fait pas les meilleurs choix. C'est tout simple. Et donc, parce que le prix va augmenter, on va continuer à payer. Et on va juste retranscrire cela d'un point de vue électoral. En disant, très bien, on a des dispositions qui ont été adoptées au niveau européen qui vont renchérir le coût de notre facture. Si on veut changer ça, il faut changer le niveau européen. Ça, c'est un discours qui sera facilement tenu par le Rassemblement national en France. Et donc, en fait, l'objectif, il est de dire, est-ce que le meilleur moyen de changer les comportements des particuliers, c'est d'opérer au travers d'un marché carbone européen? Personnellement, je ne crois pas. Vous avez d'autres moyens, c'est la réglementation. La réglementation, c'est plus facile. Vous avez aussi la fiscalité. C'est du moment où vous donnez les bonnes incitations fiscales, éventuellement, vous encouragez les gens à se détourner. Mais parce que l'Union européenne a quand même compris que socialement, ça allait pas être génial, cette histoire, ils ont mis une histoire, ils ont mis en place ce qu'on appelle un fonds social climat. Un fonds social climat, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui va être alimenté par les revenus du marché carbone dont je vous ai expliqué l'existence, là, le second marché carbone, et qui va être lancé un an avant. Le marché carbone européen qui va s'appliquer pour vous et moi, il va être lancé en 2027, et le fonds social climat, il va être lancé en 2026. Et le fonds social climat, il a pour objectif de dire, eh ben, on va financer en amont des instruments pour inciter les gens à changer et à décarboner leurs usages. On va financer, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. On va financer le passage aux véhicules électriques pour faire en sorte justement que ça atténue l'impact sur les factures ou que même ça pousse les gens à changer de comportement, enfin d'instrument. Sauf qu'en fait, en France, par exemple, on va recevoir 1 milliard d'euros par an. Avec 1 milliard d'euros, en fait, en réalité, on ne fait pas grand-chose. Vous pouvez mettre 1 milliard d'euros sur le leasing social des véhicules électriques, mais c'est une très bonne mesure, si on va le faire. Mais fondamentalement, ça ne va pas permettre de décarboner une grande partie du parc automobile. Vous pouvez rénover des bâtiments, mais rénover des bâtiments, ça prend du temps. Ça demande de la main-d'œuvre qualifiée. Donc en fait, vous n'allez pas réussir à protéger l'ensemble des citoyens de cette augmentation de prix à venir. Cette augmentation de prix à venir, nous, on pense sincèrement que dans un premier temps, il faut absolument neutraliser les effets vis-à-vis des ménages les plus précaires. C'est-à-dire que ceux qui sont en situation de précarité énergétique, ceux qui ne sont pas capables déjà de se déplacer de manière à peu près correcte parce qu'ils n'en ont pas les moyens, on doit absolument les aider en premier. Il y a des mécanismes qui existent en France, chèque énergie par exemple, et c'est voir comment ces mécanismes-là peuvent être renforcés. Vous avez d'autres personnes qui, moi, je pense, doivent payer. C'est les plus riches. Les plus riches qui ont les moyens d'investir dans des changements de comportement. Et ça, c'est complètement contradictoire avec ce qui a été fait jusqu'à présent lorsque on avait, par exemple, des réponses à la crise. Parce que vous avez une réponse à la crise, en France, c'est ce qu'on a fait, on a mis en place un bouclier tarifaire. Bouclier tarifaire, vous gelez les prix de l'énergie. Ça envoie deux messages qui sont vraiment pas bons. Le premier message, il est de dire que, OK, on vous protège. Donc ça incite pas, en fait, à la baisse de la réduction de la consommation d'énergie parce qu'en fait, le prix est bloqué. Le prix est gelé, vous vous dites, bon, bah, ça va, en fait.
On peut consommer comme avant, on sait combien on va payer. Et puis, l'autre message qui est envoyé, il est de dire qu'on ne distingue pas en fonction des situations de chacun. Dit autrement, une personne qui est en situation de précarité énergétique va être autant protégée qu'une personne qui est patron du CAC 40. Et ça, c'est pas normal. C'est une logique de justice sociale. Et l'objectif du Fonds social climat, c'est revenir sur cet objectif de ciblage vers les ménages les plus précaires. Fondamentalement, à l'heure actuelle en France, on n'en fait pas assez. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas assez? Parce que déjà, on n'a pas la marge budgétaire. Vous l'avez compris. Si vous suivez les discussions qui ont lieu à l'heure actuelle, on a besoin de réduire notre déficit de, je sais plus, je crois qu'on a 6,1, un truc comme ça. On doit aller à 5,4 de mémoire. C'est des milliards d'euros d'économie. Quel a été le premier poste mis à contribution pour répondre à cet enjeu-là? C'était la transition écologique. C'est aussi simple que ça. On a réduit l'enveloppe pour le leasing social, qui était une vraie bonne mesure. On a réduit l'enveloppe pour la rénovation des bâtiments, qui permet de sortir des personnes de la précarité énergétique. En France, c'est 3 millions de personnes quand même, qui ont des difficultés, qui ont froid en hiver. Et ça vous montre en fait les priorités du gouvernement à l'heure actuelle. C'est de faire de la transition énergétique une variable d'ajustement budgétaire. Et donc, pour remédier à ça, le niveau européen, il est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il est décorrélé de cette urgence-là et qui permet de donner des grandes orientations. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est évidemment comment est-ce que derrière, au travers de mécanismes intelligents, on arrive à maximiser aussi les profits, enfin les investissements qui sont faits dans la transition écologique. Vous avez une personne qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, qui a été l'une des personnes qui a rédigé le programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Donc fondamentalement, c'est pas quelqu'un d'un point de vue économique qui est en grand désaccord avec ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Vous avez rédigé un super rapport qui vous dit en fait que le retour sur investissement de ces investissements-là dans la transition énergétique, il sera évidemment pas immédiat, et que les besoins d'investissement sont autour de 60 milliards d'euros par an. 60 milliards d'euros par an. On n'a pas les moyens en France de bloquer cette approche. Enfin, public privé. Donc en fait, on est obligé de passer par le niveau européen. C'est pas en fait, c'est même pas par conviction qu'on le fait, c'est par pragmatisme. Parce que notre déficit public, il est ce qu'il est. Parce que fondamentalement, la France, dans ses prévisions de réduction du déficit public, a fait quelque chose qui est fondamentalement complètement idiot, qui est de dire, on va prendre des hypothèses qui sont optimistes. Et ça, si vous comparez ne serait-ce à ce qui est fait avec le niveau européen, pourquoi est-ce que c'est parfaitement idiot? Parce que, par exemple, en Allemagne, ils ont 6 prévisions différentes. Ils ont 6 organismes qui font des prévisions différentes pour justement faire en sorte de tenter d'objectiver cela. En Autriche, ils en ont 2, par exemple. Là, on avait juste un ministre de l'économie qui, à l'époque, s'est dit, bon, bah, on est optimiste, on va tabler sur ça. Après, le ministre de l'économie, il est venu en audition au Sénat et il vous a dit, oui, mais en fait, au final, on n'a pas donné les marges budgétaires, etc. Non, ça marche pas comme ça. À partir du moment où vous faites des positions qui sont éminemment trop optimistes, et vous avez plein d'organismes en France, vous avez l'OFCE, Observatoire français des conjonctions économiques, qui fait des très très bonnes prévisions. Chaque année, ils sont à peu près dans les clous en termes pour estimer ça. Et on ne prend jamais en compte ces estimations-là indépendantes. On fait toujours une estimation in-house, qui en fait permet juste de se dire, bon, bah, éventuellement, on tiendra notre budget. Oui, on tiendra notre budget si tout se passe bien. Si la relance économique est là, si y a un alignement des planètes. Bah, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'alignement des planètes. Et ça, c'est le niveau français. Après, vous avez des réglementations sectorielles. Je vais revenir sur une d'entre elles qui est peut-être la plus emblématique, c'est la fin de vente du véhicule thermique neuf en 35. J'insiste sur le fait que c'est un véhicule thermique neuf, déjà, en 2035. C'est-à-dire que si vous voulez rouler en thermique, vous pourrez toujours continuer à le faire en 2035. Parce que là, on est sur une fin de vente, déjà. Sur le marché primaire, c'est-à-dire que sur le marché secondaire, vous pourrez toujours acheter un véhicule thermique si ça vous intéresse. Ensuite, l'objectif, il est de dire pourquoi est-ce qu'on prend 2035. La durée de vie d'un véhicule, c'est 15 ans environ. Si vous prenez 2035, vous rajoutez 15 ans, vous arrivez en 2050. Et donc l'objectif, c'est qu'en 2050, il n'y ait plus de véhicules thermiques sur les routes pour tenir l'objectif de neutralité climatique. Là, c'est le raisonnement scientifique. Après, lorsque vous entendez les industriels à l'heure actuelle, ils vous disent on n'est pas prêt. On discute de ça depuis 2021 quand même. On parle d'une échéance à 2035. Si en 15 ans, vous n'arrivez pas à rechanger vos chaînes de valeur, il y a un problème intrinsèque chez vous, pas forcément dans le signal politique qui envoie. Ensuite, après, vous avez d'autres incitations qui peuvent être mises en place. Vous avez le déploiement des infrastructures de recharge. Parce qu'en fait, ça sert à rien de déployer des véhicules électriques si vous n'avez pas d'infrastructure de recharge.
Donc là, l'Union européenne a une pensée systémique au travers du pacte vert. En plus de la révision de la fin de vente du thermique en 2035, ils ont fait une révision d'un règlement qui s'appelle le déploiement des bornes alternatives de recharge. Et donc, tous les X kilomètres, tous les 60 kilomètres, on va mettre des bornes de recharge électriques pour faire en sorte justement d'accompagner le déploiement de la mobilité électrique. Et en plus, je vous ai parlé tout à l'heure du déploiement des énergies renouvelables. On fait en sorte de mettre des objectifs de déploiement des énergies renouvelables pour faciliter l'électrification des usages, pour faire en sorte qu'on ait de l'électricité. Tout ça, c'est pensé de manière cohérente. Sauf que quand les industriels vous en parlent, ils vous parlent seulement de leur angle d'attaque, qui est la question de la fin de vente du thermique. Mais il y a des choses, il y a des implications qui sont beaucoup plus grandes derrière et sur lesquelles repose l'architecture. C'est une architecture qui est systémique. J'insiste sur l'adjectif systémique parce que le GIEC, quand il parle de la nature de la transformation qu'il faut opérer, il parle de nature systémique. C'est-à-dire qu'on ne va pas appréhender un secteur, un autre secteur, et après on va essayer de faire un équilibre, on va appréhender les choses de manière collégiale, systémique. Ça, c'est pour les réglementations sectorielles, je ne vais pas revenir sur tout. Ouais. Je voudrais peut-être revenir sur la crise des prix de l'énergie. Le graphique est super chargé, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que en mai 2021, on commence à voir sur le marché du gaz des variations de prix qui sont bizarres. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? On regarde en fait les chiffres et on se rend compte que les remplissages de stockage de gaz en Europe, qui permettent de couvrir 1 à 2 mois de consommation en hiver, ne sont pas remplis comme ils devraient l'être. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas assez de gaz pour remplir ces stockages de gaz. Et donc on se rend compte que la Russie envoie beaucoup moins de gaz qu'elle ne devrait le faire. Et donc là, on commence à s'interroger sur le pourquoi du comment. La première des conséquences, c'est que ça fait monter artificiellement les prix. Donc là, on peut se dire, OK, peut-être qu'ils font ça pour faire monter les prix et puis ensuite nous vendre du gaz plus cher. Après, on se rend compte finalement qu'ils réduisent progressivement les exportations de gaz de manière continue à l'approche de l'hiver. Et puis il y a l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et là, on comprend réellement quel était l'objectif de Vladimir Poutine. De faire monter artificiellement les prix du gaz pour faire en sorte que ça devienne plus soutenable pour les économies européennes et qu'on ne soutienne pas l'Ukraine en réponse. Pour accentuer ça, et en réponse aux sanctions qui sont adoptées au niveau européen, Poutine réduit encore le gaz en coupant le gaz à la Pologne, en coupant le gaz à d'autres pays. Donc notre dépendance de gaz, qui était de plus de 45% au niveau européen à la Russie, passe désormais, là, elle est à 15%. Parce qu'on dépend encore du gaz russe. Il faut être bien clair là-dessus. On dépendait du gaz russe qui transitait via l'Ukraine, ça s'est arrêté au 1er janvier. Ça, c'était 5% des approvisionnements de gaz au niveau européen. On importe encore du gaz naturel liquéfié. En fait, vous avez deux moyens d'importer du gaz. Donc, vous avez les tuyaux que vous voyez là, sur la carte. Ces tuyaux-là, c'est ce qu'on appelle des gazoducs. Ces gazoducs, c'est un héritage de l'URSS. En fait, pendant l'URSS, on a construit ces gazoducs pour alimenter les pays de l'URSS avec du gaz qui venait de la Russie. Et l'autre moyen d'importer du gaz, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qui arrive par bateau. C'est du gaz qui est donc en fait liquéfié, donc plus sous état gazeux, qui est réfrigéré à moins 260 degrés, qui arrive par bateau, qui ensuite est regazéifié. Une fois qu'il est regazéifié, on va l'injecter dans les tuyaux. C'est beaucoup plus coûteux de faire ça parce qu'il y a une étape de transformation, il y a une étape de transport. Sauf que la différence, c'est que le gaz, là, il peut venir de partout. Parce que le bateau, par définition, il pas. Là où le gazoduc, là, il a été construit et vous ne pouvez pas construire un autre gazoduc en, en l'espace de 2 ans. Et donc, vous avez en fait deux situations. C'est que d'une part, la Russie, elle est pieds et poings liés parce que ces gazoducs-là, s'ils nous vendent plus de gaz à nous, ils peuvent pas le vendre ailleurs. Ça, c'est le premier point. Parce que la Russie est le plus grand pays du monde et que s'ils veulent vendre du gaz à la Russie, à la Chine, c'est le champ gazier qui est situé à l'est de la Russie et pas à l'ouest comme celui qui nous alimente nous. Donc ils sont en difficulté. Et que le deuxième point, c'est de dire que si on n'a pas de débouché pour le gaz russe, c'est des pertes sèches d'argent pour Vladimir. Sauf que ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est qu'on a augmenté nos importations de GNL russe. Alors qu'on a diminué nos importations de gazoduc russe parce que Poutine a coupé le gaz. Nous, on a sciemment fait le choix d'augmenter nos importations de GNL russe. La France l'a fait. La France est le premier importateur de GNL russe en Europe. Elle le redistribue en partie, mais elle le consomme aussi. Donc derrière les discours, il y a aussi les armes. L'Espagne le fait, les Belges et les Pays-Bas aussi. Donc en fait, se pose la question, parce qu'au niveau européen, on a un objectif à l'horizon 2027 de se passer totalement de gaz russe. À l'heure actuelle, ça représente 15% de notre consommation.
Et donc là, il y a un autre moyen, c'est peut-être éventuellement d'utiliser du GNL américain. Peut-être que vous l'avez vu, une fois que Trump a été élu, il a dit, vous achetez du GNL américain et du pétrole, ou je vous mets des tarifs douaniers. Et donc là, ça fait partie en fait de la réflexion d'ensemble qu'on va avoir. Si vous reprenez l'une des premières slides que je vous ai présentées tout à l'heure, sur la question du trilemme énergétique, vous vous rendez compte que là, vous êtes dans une logique de un problème en termes de compétitivité, parce que le GNL américain, c'est beaucoup plus cher que le gaz russe, qui était négocié à un prix très bas. C'est un problème aussi en termes de sécurité d'approvisionnement. Vous risquez en fait de dépendre d'une seule et même entité pour vos approvisionnements. Et c'est un problème de durabilité. Donc en fait, le GNL américain ne répond en rien au trilemme énergétique. Et pourtant, les dirigeants européens, à l'heure actuelle, réfléchissent à cette hypothèse. Et donc en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se passer du gaz? Vous avez plein de moyens de le faire. Le meilleur moyen, c'est d'une part la sobriété énergétique. Sobriété énergétique, c'est changer vos comportements pour réduire votre consommation d'énergie. On l'a fait pendant la crise et on le fait plus assez désormais. C'est décaler vos consommations parfois, mais c'est surtout réduire votre consommation d'énergie. Ça, c'est faire en sorte que un certain nombre de politiques publiques soient déployées pour permettre des mesures sobres. Je vous l'expliquais, par exemple, on n'a pas de retour sur investissement lorsqu'on construit une ligne de train avant X années. Et donc là, le privé ne va pas aller là-dedans. C'est le public qui doit financer ça. Donc là, c'est le rôle de la puissance publique de mettre en place ces priorités. Vous avez l'efficacité énergétique. Lorsque vous rénovez votre bâtiment, vous consommez moins de gaz pour vous chauffer. Vous mettez une pompe à chaleur en plus, c'est génial, c'est de l'élec. Lorsque vous déployez des énergies renouvelables, vous passez d'une production d'électricité au niveau européen qui était à 20% de gaz, à partir de gaz il y a 4-5 ans, à désormais 11%. Parce qu'on a déployé des énergies renouvelables. Et parce que le déploiement des énergies renouvelables entre 2019 et 2024 au niveau européen a permis d'éviter l'importation de 59 milliards d'euros d'énergie fossile. C'est ça l'intérêt des énergies renouvelables. C'est aussi, non pas seulement pour le climat, c'est aussi pour le portefeuille. Maintenant, je voudrais revenir sur un dernier point, c'est la réforme du marché européen de l'électricité. En fait, on a beaucoup parlé du marché européen de l'électricité. On avait en France un ministre qui a beaucoup tapé dessus, par exemple. Je voudrais vous expliquer en fait le mécanisme de formation du prix. Ça répond à ce qu'on appelle le coût marginal de production. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'électricité ne se stocke pas en grande quantité. En permanence, vous devez assurer un équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Pour assurer cet équilibre entre l'offre et la demande, vous devez répondre à chaque consommation qui va arriver. Et en fait, le plus intelligent, entre guillemets, le plus rentable économiquement, c'est de manière générale de faire tourner les mécanismes, les moyens de production qui consomment ou qui coûtent le moins possible à produire. Ça, c'est les énergies renouvelables et c'est le nucléaire. Et lorsque vous avez des besoins plus importants en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation d'électricité même, pardon, plutôt, vous allez appeler à répondre à cette demande des moyens de production qui sont mobilisables, pilotables en un claquement de doigts. Ça, c'est le rôle des centrales à gaz et des centrales à charbon. On peut les mobiliser hyper rapidement. Sauf que le contre-coup, c'est évidemment qu'elles produisent à un coût beaucoup plus élevé que les énergies renouvelables ou que le nucléaire. Sauf que si vous ne répondez pas à la demande, vous n'avez plus cet équilibre entre l'offre et la demande dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous n'avez plus cet équilibre entre l'offre et la demande, vous êtes dans une situation de blackout. Donc en fait, on est toujours dans cet impératif de répondre à l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc pour ça, les centrales à charbon et à gaz sont appelées à répondre à cet impératif-là. Donc pour répondre à cet impératif-là, elles doivent être rémunérées en juste conséquence. Si on ne rémunère pas les centrales à gaz à leur coût de production, elles vont pas tourner. Et il faut qu'elles tournent pour rendre service au système. Et donc en fait, le prix de l'électricité se fixe en fonction de la dernière centrale appelée pour répondre à la consommation. Et ça, c'est le rôle parfois des centrales à gaz et des centrales à charbon. Si vous m'avez suivi tout à l'heure sur le rôle du marché carbone européen, le marché carbone européen renchérit le coût de production de ces centrales fossiles et donc va faire en sorte de tirer le prix vers le haut. C'est aussi un des facteurs qui explique la hausse des prix de l'électricité. Le principal facteur qui explique la hausse des prix de l'électricité, c'est le prix du gaz. Parce que le prix du gaz est multiplié par 10. Si vous comprenez bien ce que je viens de vous expliquer, le prix de l'électricité va suivre aussi. Surtout qu'il faut 2 MWh de gaz pour produire 1 MWh d'électricité, parce qu'il y a 50% de perte de rendement. Et donc, en fait, mathématiquement, si les prix du gaz explosent, les prix de l'électricité vont aussi répondre à cette réponse. Voilà, là, vous avez l'évolution de prix des ménages pour comprendre. Et là, vous avez... Ouais, tac. Non, peut-être juste dernière slide. En fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau européen? Au niveau européen, il va y avoir un action qui va être mis
Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro allumé, si vous pouvez juste vérifier en vidéo. Au niveau européen, vous avez plusieurs initiatives qui vont être déployées. Elles vont être centrées autour de l'industrie. Le 26 février prochain, on aura ce qu'on appelle le Clean Industrial Deal, qui est en fait un peu le pendant du pacte vert de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on va essayer de faire pareil sur l'industrie pour décarboner l'industrie. On va mettre en place des mécanismes d'accélération de l'électrification de l'industrie, on va mettre en place des mécanismes de soutien d'aide à l'industrie. Et ça va être présenté le 26 février prochain, et on va aussi faire en sorte d'opérer une politique de simplification au niveau européen. En fait, l'un des grands griefs qui est formulé à l'heure actuelle au niveau européen, c'est que les règles sont trop complexes à être mises en place, à être respectées. Parfois, certains se plaignent au niveau des entreprises sur la CSRD, donc du déclaratif sur le durable. Et donc, en fait, on va tenter de simplifier tout ça. Et l'un des principaux risques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à cause de la nouvelle composition du Parlement européen, c'est que cette simplification, elle amène en fait une déréglementation écologique. Et, et il ne faut pas exclure que sur les 5 prochaines années, il y a pas forcément des avancées massives sur tout ce qui a été fait au niveau européen, mais qu'il faille plutôt protéger ce qui a été voté les 5 dernières années. Voilà, j'espère que c'était à peu près complet et compréhensif. Vous pouvez retrouver toutes nos publications parce qu'en fait, tout ça c'est des données qui sont issues des travaux de recherche qu'on publie. Donc moi, je travaille beaucoup, vous l'avez compris, sur ces questions-là et sur la politique en France. Sur notre site internet de l'Institut Jacques Delors, on a une newsletter, vous pouvez vous abonner, etc. Et puis, suivre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, merci. On va avoir de l'eau. Hein, l'eau. L'eau. Ah, donc, la parole est à vous. Oui, pardon. Donc, la parole est maintenant à vous pour poser toutes les questions que vous souhaitez ou faire des remarques. N'oubliez pas d'allumer votre micro. Je peux poser une question? Quand vous avez dit sur le Industrial Act 26 février prochain, présenter, qu'est-ce que vous entendez par présenter? En fait, on en est où? Alors en fait, il va y avoir une conférence de presse avec le détail de l'ensemble des files, des dossiers qui sont prévus. En fait, on n'a pas beaucoup à l'heure actuelle de vision sur qu'est-ce qui sera réglementaire, qu'est-ce qui relèvera de la communication. Mais globalement, la Commission européenne a un agenda à très court terme, c'est de baisser les prix de l'énergie. Baisser les prix de l'énergie pour les industriels notamment, parce que c'est un problème de compétitivité. Fondamentalement, objectivement, il n'y a pas moyen de le faire. Je vais vous le dire très clairement. Enfin, on ne peut pas baisser les prix à très court terme parce que c'est un problème qui est sous-jacent, qui date de 10 ans, donc vous ne pouvez pas résoudre le problème en 6 mois. Vous pouvez toujours jouer sur des leviers fiscaux, etc., donner des aides, mais ça, c'est pas baisser les prix, c'est juste subventionner, ce qui est un autre sujet. Et sinon, vous avez un autre moyen qui est peut-être pas populaire, mais qui est de dire qu'en fait, vous avez un arbitrage qui doit être fait entre est-ce que vous aidez les industriels et donc vous renchérissez la facture des consommateurs, donc vous et moi, ou alors est-ce que vous acceptez un mouvement de désindustrialisation avec toutes les conséquences sociales derrière. Pardon, j'ai oublié de préciser, pour les prises de parole, levez la main et moi j'essaierai de garder les choses, les interventions dans l'ordre des mains levées. Voilà, donc c'est à vous. Bonjour, merci. Donc, je suis économiste à l'Agence de l'eau, donc on est ravis de vous accueillir et merci pour la qualité de cet exposé qui fait un peu peur. Je voulais réagir par rapport à ce que vous avez évoqué à 2 reprises, c'est le fait que le secteur public doit effectivement être exemplaire, indiqué dans ses appels d'offres, voilà, qu'il fallait voilà, essayer de soutenir l'industrie en faisant appel à des productions vertueuses, locales. Après, moi, j'en vois la limite, c'est que aujourd'hui, les finances publiques sont quand même dans le rouge et en demandant ça au secteur public, en fait, on fait peser sur le secteur public le surcoût de ces productions vertueuses qu'on ne fait pas supporter finalement au privé.
Donc, est-ce que pour limiter la puissance, enfin, pour limiter le déficit public et pour inciter quand même ces productions à se faire, il ne faudrait pas plutôt passer au réglementaire et imposer, du coup, certains matériaux? Oui, merci. Oui, c'est tout l'enjeu en fait d'une directive qui va être révisée au niveau européen sur la commande publique, justement pour mettre en place des pourcentages, on va dire, de consommation. Euh, En fait, il faut voir les choses. Je pense que les deux doivent aller ensemble, en réalité. Pourquoi est-ce que pour moi, le public doit prendre sa part? C'est parce que, comme je vous l'expliquais, le retour sur investissement est pas évident pour le privé, et que vous avez aussi en fait la question de l'endettement. C'est une manière de voir les choses, mais euh, si vous vous endettez maintenant pour avoir un retour sur investissement dans le futur, je pense que à titre personnel, c'est mon analyse, je pense que ça vaut le coup. Et donc, si vous devez en fait avoir le rôle de first mover de la part de quelqu'un, ça doit être aussi la puissance publique pour impulser et montrer que derrière, rationnellement, enfin d'un point de vue économique, il y a un marché qui se crée. Et ça, c'est pour donner la confiance aux investisseurs. Après, je pense que le gros sera fait par les investisseurs privés, évidemment, qu'on doit réfléchir au niveau national et surtout au niveau européen sur la manière de mobiliser de l'investissement privé. Là, je pense qu'il faut utiliser le budget européen pour faire effet de levier, très clairement. Il y a des hypothèses de travail qui mettent en place, par exemple, le besoin d'un nouvel emprunt commun, par exemple, pour justement investir dans la transition énergétique. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des investissements nécessaires par an de plusieurs centaines de milliards d'euros. Hein, pour les Draghi vous parle de 800 milliards, d'autres vous diront 600, mais voilà, vous comprenez un peu l'idée. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'emprunt commun sur le Covid, c'est 700 milliards d'euros. Donc, vous avez en fait le besoin de mobiliser et l'investissement public et privé. Après, la question qui se pose, c'est évidemment aussi dans quel type de secteur vous allez orienter. Parce que on est dans une logique de budget contraint. J'aurais quand même tendance à dire que soit vous pouvez regarder la tonne de CO2 évitée, qui est une métrique intéressante, soit vous pouvez regarder là où vous allez obtenir des co-bénéfices. Et pour moi, il est là l'intérêt. Il est en fait d'investir dans des secteurs où, en plus, vous allez permettre de réduire les inégalités sociales. Et là, à mon sens, on rentre pleinement dans le rôle de la puissance. Oui. Impressionnant. C'est un domaine extrêmement important, totalement systémique, comme vous l'avez dit. C'est un domaine où les idées simples sont dangereuses, en fait, et où les idées populistes ou les idées de politique politicienne sont dangereuses. Donc ma question, c'est est-ce que dans la plupart des partis politiques européens, il y a des vrais experts et comment est-ce qu'on peut essayer de travailler de ce côté-là? Parce que vraiment, c'est un domaine où les idées de café du commerce sont non seulement non avenues, mais dangereuses. Oui, oui, au niveau européen, il y a des vrais experts. Au niveau du Parlement européen, des députés européens. Enfin, moi, mon ancien chef, donc la personne qui occupait mon job actuellement, a été élu député européen, travaille sur ces questions de l'énergie au quotidien. Et je le vois, enfin, j'échange avec lui assez régulièrement. Et par exemple, c'est le genre de personne qui fait avancer les choses au niveau européen. Et alors, il est dans un groupe, il est dans les sociodémocrates, mais il existe pareil chez les libéraux, chez les Verts, enfin chez le Parti populaire européen, la droite européenne. Il y a des experts. En fait, la question, c'est jusqu'à quand ces experts arrivent à être audibles au travers de confrontés à des considérations politiques. Et en fait, l'expertise est très vite mise de côté lorsqu'on est face à un enjeu politique. Et c'est là où l'objectif in fine, il est quand même de s'appuyer sur un raisonnement scientifique. Et c'est le rôle de la Commission européenne dans sa proposition justement d'être à même de faire en sorte de baser son analyse au travers d'études d'impact, euh, de, de consultation avec les acteurs du secteur sur non seulement évidemment sur cette mouvance politique qui arrive, mais aussi sur en anglais, on appelle ça science-based facts. C'est genre des faits basés sur la science, pour justement permettre d'orienter au mieux cela. Mais in fine, l'Union européenne reste une construction politique et ce n'est pas à l'expertise de dicter ce qui devra ressortir. Si les gens se disent que
2 degrés, on peut vivre avec. 2 degrés et demi, on peut vivre avec. Peut-être qu'on fera avec, quoi. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est aussi ça la démocratie. C'est aussi accepter que on n'a pas réussi à mobiliser l'ensemble des narratifs qui devaient être mobilisés pour convaincre sur la transition énergétique. Et le politique parle beaucoup d'acceptabilité sociale, et je suis pas vraiment d'accord avec cette logique-là à titre personnel, parce que on rend pas la transition énergétique acceptable. Enfin, on la rend désirable, mais on la rend pas acceptable. Et ne serait-ce que même dans le logiciel politique, c'est vu comme étant plus une contrainte avec laquelle on doit faire, comme étant quelque chose, un projet d'avenir. Et fondamentalement, si alors c'est une supposition, mais en tout cas, si vous faites de la politique à un moment donné, c'est que vous voulez tenter de changer les choses. Ce type de discours, ce type de projet d'avenir est quelque chose qui devrait quand même permettre de mobiliser des gens sur papier. Mais après, c'est un autre débat. Alors, la parole est derrière toi, Olivier. À toi, c'est derrière. Au niveau national, l'expertise, oui, après, je sais pas, enfin, je peux donner mon expérience. Moi, j'ai beaucoup échangé avec la ministre de l'énergie à l'époque, Agnès Pannier-Runacher, et je pense que c'est quelqu'un qui est techniquement et vraiment très très bien, par exemple. Enfin, vraiment, c'est pas un discours politique que je tiens, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux, ce qui est déjà pas mal, en fait, pour un politique. Donc, non, mais enfin, parce que vous pouvez passer d'un ministère à un autre quand vous êtes politique, et ça, je pense que c'est un problème, en fait. Enfin, fondamentalement, j'ai rien contre Madame Borne, hein, mais quand elle vous dit qu'elle n'est pas experte des questions de l'éducation, je me demande sincèrement qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Bon. Après, c'est parce que moi, à titre personnel, je passe 39 heures par jour, enfin par semaine, à travailler sur ces questions-là. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une expertise lorsque vous êtes à des postes importants. Mais le politique fait que, visiblement, parfois, c'est votre poids politique, votre capacité éventuellement à trouver des compromis. Et derrière, elle a une administration aussi, elle a une enquête des cabinets qui j'imagine, sont compétents, etc. Mais peut-être que pour porter les messages aussi, il faut une incarnation politique. Après, la France est dotée de très très bons experts, hein. J'ai rencontré des gens en cabinet qui étaient vraiment brillants dans l'administration, etc. Après, c'est à quel point elle voulait en faire un cheval de bataille politique, et fondamentalement, un certain nombre d'arbitrages, ils n'ont pas été en sa faveur parce que politiquement, il n'y avait pas le. In fine, si vous voulez changer les choses, c'est même pas presque triste à dire. Vous devez peut-être même être au niveau PM, enfin Premier ministre, voire PR, pour changer les choses. Et c'est pas dans leur logiciel. Force est de constater que c'est pas dans leur logiciel. Et c'est pas une critique qui vise une personne particulièrement là. Enfin, c'est juste que dans les faits, on avait mis en place ce qu'on appelle la planification écologique. Je pense que ceux qui sont à l'agence de l'eau, peut-être bosser avec le SGPE ici. Le SGPE, qu'est-ce que c'était? À la base, c'était une promesse électorale qui est faite au second tour de l'élection présidentielle, qui dit « Je reprends cette mesure qui est portée par la gauche en France pour vous donner des gages, pour vous dire on met en place quelque chose qui est très intelligent, qui fondamentalement fait de l'interministériel, qui tente de faire irriguer la transition écologique dans l'ensemble des pans des ministères. Ce type-là, qui est Antoine Peillon, qui a l'oreille du président de la République, est directement rattaché au Premier ministre à l'époque, Elisabeth Borne. C'est Borne à l'époque, ouais, Elisabeth Borne. Puis après, lorsqu'on passe de Borne à Attal, on se rend compte que son pouvoir diminue. Et après, là, avec Bayrou, on se rend compte qu'il a quasiment plus de marge de manœuvre. Je ne sais même plus s'il est forcément rattaché à lui. Je crois que maintenant, le Premier ministre a un conseiller dédié. Donc, enfin, en fait, on avait mis en place quelque chose qui était plutôt intelligent, qui pensait à la territorialisation, parce que tout ça, c'est très macro. Il faut aller dans les territoires si on veut faire des choses concrètes. Et on l'a tué dans l'œuf. Et donc, fondamentalement, la velléité politique, elle n'est pas là, en fait. Et c'est encore une fois, c'est factuel. Enfin, je pense sincèrement que on n'a pas identifié la question climatique comme étant une urgence sociale. Voilà. Oui, les années 70 du XXe siècle, pas du XIXe, peut-être pareil, il est sorti un livre dont les titres c'était Ces mondes je sais pas quoi, de l'énergie, affamé d'énergie, ce monde affamé d'énergie. C'est un livre qui était plein des graphiques exponentiels, il y avait des guerres aussi,
ces exponentielles, ils ressemblent beaucoup à celles que vous nous avez présentées. Les guerres, bon, maintenant, nous savons la guerre d'Ukraine. À l'époque, c'était celle des 6 jours et de Kippour. On dirait que l'histoire, elle se répète. Et si elle ne se répète pas, comme dirait le général, au moins elle bègue. Et on se demande si finalement, c'est pas une roue qui continue de façon à tourner, qu'on retrouve peut-être pas les mêmes problèmes, mais des problèmes qui se ressemblent. Bon, regardez ce qui s'est passé avec les énergies renouvelables, qui ont nous raconté des miracles. L'Espagne, le pays de votre commissaire Teresa Rivera, ben, elle a atteint une production que les renouvelables, la production des renouvelables sont du même poids que celle des énergies conventionnelles. Et le lendemain, on apprend que finalement, les 50% de cette énergie produite, elle est consommée par les data centers. Et disons qu'on ouvre, on ferme une fenêtre et on ouvre une porte. Et on recommence à nouveau avec les problèmes des déficits énergétiques, des problèmes énergétiques. On nous parlait de la propreté des énergies renouvelables. Le lendemain, on apprend que pour produire ces énergies renouvelables dites propres, il y a des problèmes avec les terres rares, avec les lithium, avec les sodium, pour les produire, qui ne sont pas du tout des procédés propres. Et voilà, je m'inquiète de cette permanence toujours de ces problèmes énergétiques. Je me demande si tous ces objectifs qu'on se donne, qu'on s'est donnés déjà à l'époque, dans ces livres, ces mondes affamés d'énergie, eh bien, si c'est continuer toujours le même problème. Merci. Oui, bah, en fait, fondamentalement, ce qui se passe vis-à-vis de la transition énergétique, c'est qu'on n'a jamais opéré en fait une transition. Enfin, on a opéré ce qui s'appelle un ajout en fait sur l'ensemble des énergies, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de consommer du gaz, enfin du charbon par du gaz ou à l'époque du pétrole par du charbon. En fait, on a juste additionné les énergies. Et en fait, le concept de transition énergétique de base a été inventé aux États-Unis dans les années 70. Notamment sous des lobbies pétroliers, pour dire qu'on allait faire quelque chose, mais on allait faire de manière qui allait être transitoire, c'est-à-dire qui allait être plus ou moins à la fois, qui allait pas brusquer les gens. Et c'est pour ça qu'en fait, parfois, certains s'interrogent en termes d'étymologie sur est-ce que c'est une transition ou une transformation ou quoi que ce soit. Fondamentalement, radicalement parlant, si on veut réussir à tenir nos objectifs, c'est un nouveau rapport à l'énergie qu'il faut réussir à définir. C'est un rapport qui est plus sobre dans la consommation d'énergie, dans la consommation des matériaux, qui est un rapport qui est plus circulaire, qui est basé sur le recyclage, qui est basé sur l'extraction, mais qui est réalisé à la fois dans des conditions qui sont environnementalement, le plus environnementalement propres, on va dire, et qui sont idéalement opérés dans des circuits locaux. C'est aussi une interrogation sur sur nos modes de vie, en fait, tout simplement. Et il n'est pas simple de projeter des gens dans quelque chose qui est assez abscon, sur lequel, pour que ça réussisse, on doit tous le faire ensemble, au niveau européen, national, européen, mondial. Et dont, en fait, l'issue est assez incertaine, fondamentalement. Parce que qu'est-ce qui se passera si on est les seuls à agir? Qu'est-ce qui se passera si la technologie, en fait, sur laquelle on fait des paris ne délivre pas? Enfin, en fait, il y a beaucoup de paris qui sont faits dans tout ça, mais je pense que la principale vertu de cela, à mon avis, elle est de dire que c'est l'occasion d'opérer un rééquilibrage des forces.
à la fois vis-à-vis de nos dépendances extérieures à l'heure actuelle. Les pétromonarchies quand même. Enfin, tout le monde semble oublier, mais en fait, le prix du pétrole est juste régi par ce qu'on appelle l'OPEP, qui est un cartel qui décide du jour au lendemain de produire plus ou de produire moins, et qui fait mathématiquement monter les prix. Le gaz, bon, je pense qu'on a tous compris maintenant, mais on n'avait pas compris en 2014, quand la Russie a envahi pour la première fois l'Ukraine. Entre 2014 et 2021, on a augmenté nos consommations de gaz russe, donc on ne sait jamais en fait vraiment. Et là, on a beaucoup vu ce discours sur on va dépendre des technologies chinoises, mais en fait, on a aussi cette capacité d'être beaucoup plus souverain dans ce rééquilibrage dont je vous parlais. Et ce rééquilibrage, il s'applique aussi au niveau national sur la réduction des inégalités. C'est-à-dire que la transition énergétique, c'est la dernière, je pense, opportunité de réduire les inégalités sociales. Soit elle peut les accroître. Je vous parlais du prix carbone tout à l'heure qui va s'appliquer sur vous et moi. Si on design mal le truc, si on pense mal les mécanismes de compensation, bah oui, on va accroître les inégalités et fondamentalement, on aura les gens dans la rue et ce sera objectivement normal, quoi. Mais si c'est pas ça, bah je fais mien les propos de Draghi pour le coup qui parlent de l'antagonie quoi au niveau européen. Parce qu'on n'a pas les ressources chez nous. Enfin, on n'a pas les ressources qu'on consomme à l'heure actuelle. On importe tout, on est dépendant dans un monde de brutes. Donald Trump, la Chine, la Russie, c'est un monde qui est fondamentalement hostile. Et si on n'opérait pas ce réveil économique et politique, c'est la lente agonie. J'ai juste une petite question. Pierre, je n'ai pas vu tout à l'heure si tu as levé la main ou pas. Non, d'accord. Alors c'est à Habib. Merci pour cette intervention pédagogique très riche en informations, en analyse. J'ai deux questions à vous poser. La première est inspirée de l'attention que vous avez portée sur la notion de temps pour élaborer des politiques européennes par consensus et par étapes. En vous écoutant sur ce point, j'ai en mémoire ma lecture des mémoires de Henry Kissinger qui a soulevé cette question en disant que nous serons encore sur la scène internationale puissants, la puissance mondiale, en particulier du fait que l'Union européenne, la construction européenne va prendre beaucoup, beaucoup du temps. Et il a dit ça au début des années 80 dans ses mémoires. Donc, sur ce point, qu'est-ce que vous dites sur ce rapport à la fois de rapprochement avec les États-Unis et d'intérêts quelquefois antagonistes sur le plan de quelle puissance pour demain. Ma deuxième question est inspirée de votre phrase laconique mais riche. Vous avez dit que la Chine est pauvre en pétrole. Cependant, vous n'avez pas, sur le plan de la concurrence internationale, souligné ce qui se dessine depuis 2007-2008 sur cette fameuse alliance PIX. On en parle peu. C'est vraiment le silence total de cette alliance entre la Chine, la Russie, l'Inde, l'Indonésie, quelques États africains, le Brésil et l'Arabie saoudite. Ce mélange d'alliances, elle est nulle et non avenue dans votre variable sur cette affaire de concurrence internationale. Et vous avez souligné à juste titre que de ce monde de brut. Voilà. Oui, sur les BRICS, fondamentalement, en fait,
comment dire, le rapport de force qui est en train d'être mis sur la table à l'heure actuelle, il est de savoir si l'Union européenne est capable de parler de manière unanime, ce qui n'est pas toujours le cas avec les populismes qui montent en Europe, notamment en Hongrie, en Slovaquie, etc. Et se positionner vis-à-vis de ces économies-là, parce que fondamentalement, je crois que je l'ai évoqué à un moment donné, l'intérêt de l'Union européenne, c'est de parler d'une seule voix pour 450 millions de consommateurs, et que à partir du moment où ces entités se structurent là, elles se structurent sur un plus petit dénominateur commun. Là où nous, notre structuration, elle se fait par le haut. C'est-à-dire qu'on adopte des standards communs, ce qui est une vraie différence d'approche. Ce qui est en train de se passer sur le Moyen-Orient, et enfin, même avec les États-Unis, c'est mine de rien, en fait, au niveau international, sauf peut-être en Chine, évidemment, où c'est ce que c'est, mais il y a une forte volatilité comment dire, dans le pouvoir politique qui peut arriver au cours des prochaines années. Bon, aux États-Unis, au Brésil, il y a eu un changement aussi de majorité récemment. En Europe, mine de rien, il y a, même malgré la montée des populismes, etc., il y a quand même cette forme de stabilité au niveau Bruxelles, pour le coup, euh, qui fait que ça toujours permet de donner une direction. Après, cette direction, elle sera toujours entravée à partir du moment où vous aurez une montée de populisme dans chacun des États membres. Mais fondamentalement, la construction européenne, dans son essence même, repose sur cette mutualisation des intérêts, ce qui est inédit dans n'importe quelle construction internationale. Jacques Delors parlait d'un objet non identifié en parlant de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé ex nihilo, qui n'existe nulle part ailleurs dans la construction historique, et qui forcément a ses faiblesses, mais qui, dans le projet politique qu'elle est en capacité de déployer, a les réponses sous-jacentes aux défis d'aujourd'hui. Oui, c'est formidable ce que vous venez de dire. Je crois que c'est fondamental, c'est un petit peu au cœur de tout ce qui arrive. Donc, dans ce triangle-là, ce design de la transition, donc où il y a durabilité, sécurité énergétique, compétitivité, devenir leader mondiaux. Bon, ben, j'aimerais que vous reveniez là-dessus simplement pour inscrire cela justement, comme mon collègue a dit là, dans le temps des slogans du pacte 2030, 2050, qui sont des petites projections comme ça, et nous dire simplement ce que vous et peut-être vos équipes les plus proches voient de l'efficacité de ce déroulement pour mobiliser peut-être de nouveaux narratifs à l'usage de tous, c'est-à-dire les industriels, les usagers, tous les publics, les politiques. Et pire que ça, ou plus grand que ça, tout ce qui n'est pas l'UE, hein, les autres continents, les autres consortiums, y compris les nouveaux qui se mettent en place. Oui, merci. Bah, enfin, si on transcrit la transition énergétique dans le trilemme dont je vous parlais tout à l'heure, le déploiement des technologies propres, hydrogène vert, acier, ciment, énergie renouvelable, s'inscrit en fait dans cette logique-là, c'est-à-dire que c'est durable, c'est sécurisé à partir du moment où vous mettez en place plusieurs mécanismes, des extractions au niveau européen, de la recyclabilité. Le pétrole, une fois que vous le brûlez, il disparaît, quoi. Votre batterie, vous pourrez la recycler à terme. Donc, si le lithium, vous l'exportez au niveau européen, si vous faites une mine en Serbie, au Portugal, dans l'Allier en France, vous avez moyen de maîtriser la chaîne de valeur. Donc là, c'est sécure. Et sur la question de la compétitivité, il est toujours évident que à partir du moment où on est capable de
créer de la valeur ajoutée, parce que c'est ça en fait qui est important, c'est la création de la valeur ajoutée sur le territoire européen, c'est évidemment bénéfique. Mais ça repose sur une approche en fait qui est très européenne. Enfin, fondamentalement, je pense pas qu'il y ait un politique qui demain vous dira il est bon pour le niveau, pour l'intégration européenne, d'accepter qu'une partie de notre industrie en France aille ailleurs en Europe. Et fondamentalement, c'est ce qu'il faudrait peut-être penser. Pourquoi? Parce que ça fait plus sens en fait de se dire que bah, si vous ouvrez une mine, je sais pas, au Portugal de lithium, vous n'allez pas utiliser et raffiner, enfin, vous n'allez pas transformer le lithium à l'autre bout, enfin, dans le nord de la France, vous allez le faire au niveau local. Et donc, en fait, il faut voir, identifier ce qu'on appelle des hubs industriels au niveau européen qui acceptent, en fait, de renier une partie économique qui, à l'heure actuelle, a déjà du mal à subsister pour le profit européen. Et ça, en fait, c'est pas un discours qui est porteur. Même au niveau européen, je pense pas qu'on puisse quelqu'un soit capable de le porter de manière convaincante. Donc voilà, on est dans cette difficulté-là et en fait, le risque, c'est qu'on fasse aussi une compétition interne au niveau européen avant de faire la compétition avec le niveau externe. La France, je pense que a son mot à dire dans ces questions-là, dans le sens où elle est de manière générale assez vocale sur les questions industrielles. Après, encore une fois, la réindustrialisation doit passer par moins de fragmentation au niveau européen. Oui. Dans toutes ces questions de choix de politique, je me demande s'il n'y a pas un problème d'arbitrage toujours entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais l'analogie avec la conduite de systèmes automatiques, je ne vais pas dire que les sociétés, c'est des systèmes automatiques, hein, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'il y a des humains, il y a tout. Mais dans la conduite de systèmes automatiques, il y a un formalisme qui existe, c'est le formalisme des chaînes de Markov, et on dit que la chaîne de Markov, ben, ce qu'on cherche à maximiser, c'est le gain immédiat issu d'une politique, plus l'espérance de gain qu'on va obtenir par la suite en appliquant cette politique. Donc, il y a mais cette espérance de gain qu'on va obtenir par la suite, on le multiplie par un facteur lambda. Donc, c'est l'espérance de gain immédiate plus lambda fois l'espérance de gain future. Hein? Et le problème, c'est le choix de ce facteur lambda. Parce que si on le met très bas, ben on considère que le gain immédiat, c'est ce qui se passe actuellement. Ce que fait Trump, c'est met lambda à zéro. Il s'en fout du futur. Il s'en fout du futur. Il veut du gain immédiat. Donc, il met lambda à zéro. Et plus on met le lambda proche de 1, et bien plus on privilégie la prise en compte du futur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce problème toujours de comment on prend en compte le futur et quelle importance on accorde au futur? Oui, merci. En fait, vous m'avez rappelé ce concept que j'avais oublié depuis un peu de temps. Donc, merci déjà pour ça. Oui, bien sûr. En fait, vous avez raison, mais ça, c'est en fait, c'est l'arbitrage politique court-termiste qui vous impose de traiter ce qui est perçu comme étant une urgence par l'opinion publique. Et là, en fait, vous regardez les enquêtes d'opinion publique à l'heure actuelle. Je crois que sur la question environnementale, on était sur un ordre de 6/7e priorité, un truc comme ça. Qui en fait, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous poussez l'analyse, parce que ça peut être superficiel, mais lorsque vous poussez l'analyse et que vous vous rendez compte sur est-ce qu'elle est perçue comme étant quelque chose sur lequel il faut, enfin quelque chose de, pardon, je trouve pas le mot, attendez. Oui, si. Lorsque vous regardez sur est-ce que c'est une priorité, enfin, lors des priorités immédiates, vous vous rendez compte qu'elle est en 6/7e rang, et lorsque vous vous rendez compte de est-ce que vous la considérez comme étant une priorité, en prenant l'ensemble des échelles de temps, court, moyen, long terme, à ce moment-là, elle revient sur le devant de la scène. Et en fait, l'arbitrage, enfin, c'est ce que disait Nicolas Hulot à l'époque quand il était ministre, c'est fin du monde contre fin du monde, ou fin du monde contre fin du monde. Et l'arbitrage a toujours été en faveur de la fin du monde. Parce que politiquement, on vous reprochera jamais
de faire en sorte d'aider les personnes à boucler leur fin du mois, mais on vous reprochera jamais non plus de ne rien faire sur le très très long terme si vous ne faites rien sur le court terme. Et donc en fait l'arbitrage il a été de dire bah on va maximiser le. C'est pour ça qu'en fait il faut trouver des mesures de politique publique qui permettent de présenter des avantages court-termistes et aussi long-termistes. C'est pour ça que le lier aux enjeux sociaux est pour moi la priorité, parce qu'en fait, lorsque vous sortez des personnes de la précarité énergétique, bah, fondamentalement, vous changez leur quotidien, mais en plus, vous faites en sorte que bah, leur émission soit zéro, enfin, soit bas émission, leur bâtiment soit bas émission pour les années à venir. Et donc ça, en fait, la rationalité, enfin, d'un point de vue économique, parfois, on n'arrive pas forcément à le percevoir. Mais après, en fait, je sais sincèrement pas si comment dire, le format institutionnel que l'on connaît à l'heure actuelle permet de prendre en considération le temps long au niveau national. Ça peut réfléchir sur est-ce que 2 mandats, par exemple, pour un président, c'est une bonne idée. Parce que forcément, vous êtes dans des logiques alors, vous êtes là pour 10 ans, mais si vous mettez par exemple un seul mandat plus long, est-ce que vous n'avez pas le temps de mettre des politiques publiques plus détaillées dans le temps? Et pareil, est-ce que si vous opérez de manière différente, démocratiquement parlant, on parle beaucoup à l'heure actuelle des consultations citoyennes, des assemblées qui sont mises en place, et là vous vous rendez compte qu'il y a une vraie appétence de la part des citoyens pour mettre en avant ces enjeux-là et que le politique n'ose pas les transcrire après. Et l'un des grands loupés, Bayrou a fait une annonce qui était intéressante en disant qu'il allait publier les cahiers de doléances des citoyens qui avaient été écrits pendant la période des Gilets jaunes pour comprendre en fait quelles étaient leurs revendications. Mais fondamentalement, en fait, il y a et la perception qu'on a de la manière dont le citoyen va réagir à un certain nombre de politiques publiques et qui bride en fait notre capacité à déployer ces politiques. Et ça, on peut pas le décorréler d'échéances électorales. Enfin, fondamentalement, la transition écologique là a été percutée par le résultat des européennes et les législatives. Enfin, elle n'était pas enfin, objectivement parlant, avant, ils avaient quand même mis pas mal d'argent sur la table pour financer un certain nombre de projets dans le cadre du précédent budget. Donc là, on avait des contraintes budgétaires, on aurait pu voir les arbitrages qui allaient être faits, mais ces considérations politiques ont fragilisé la transition énergétique incontestablement. Et il y a une tribune qui est sortie là dans le Point assez récemment, peut-être que certains l'ont vu, mais vous avez 80, je pense, députés, sénateurs, enfin, des républicains qui fondamentalement vous demandent un moratoire, par exemple, sur les énergies renouvelables, parce que politiquement, c'est vendeur. Et dedans, il y a un truc qui est factuellement faux qui est dit. C'est pour ça que j'en parle. Et je trouve ça juste scandaleux qu'on soit à ce niveau d'amateurisme. C'est qu'il y a une confusion entre le mix énergétique et le mix électrique. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire le mix énergétique en France est décarboné, ce qui est totalement faux. Parce que le mix énergétique en France dépend à 2/3 des énergies fossiles. Ils ont fait une confusion entre mix énergétique et mix électrique. Et donc, et donc voilà. Et après, vous avez des attaques qui sont faites sur des agences de l'État comme l'ADEME, des choses comme ça. Et fondamentalement, et ce qui est assez intéressant, et je pense qu'il faudra mener des recherches là-dessus, j'ai pas le temps de le faire, mais j'espère qu'un jour quelqu'un le fera, mais on a une forme de mimétisme dans les arguments rhétoriques qui sont utilisés par les droites populistes dans un certain nombre d'États membres. Moi, ça me fascine que Donald Trump soit contre les éoliennes. Enfin, fondamentalement, je pense que le gars, il peut être contre plein de trucs, mais que même les éoliennes sont un sujet aux États-Unis, je trouve ça fou, en fait. Et il a quand même repris. Enfin, un pays comme l'Allemagne qui en a beaucoup, ok. Je peux comprendre que ça peut être un point de tension. Peut-être qu'en France, éventuellement, parce qu'on a une filière derrière nucléaire qui a beaucoup tapé à un moment dessus. Enfin, une partie de ses dirigeants ont parfois tapé dessus. Ok, mais enfin, même que ce débat-là s'exporte aux États-Unis, je trouve ça assez fascinant en fait. Et donc, ce populisme autour de la transition énergétique, il n'a pas trouvé de réponse encore. En fait, en Europe, il y a très peu de bastions qui, à l'heure actuelle, résistent à ça. Il y a les Espagnols avec Pedro Sanchez, c'est un peu compliqué. La Pologne a quand même réussi à élire un président qui était quand même un peu plus progressiste, Donald Tusk,
qui est bien. Et après, vous avez le Royaume-Uni aussi, assez intéressant en termes de mouvement de balancier, qui a réussi à l'heure actuelle de sortir de la dynamique très droitière dans la communauté. Mais après, fondamentalement, là, si vous regardez les tendances, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, on est quand même vraisemblablement plus sur un basculement, sur une rhétorique plutôt anti-transition, sur un certain nombre de filières. Bonjour, vous avais répondu un petit peu à ma question, mais je voudrais quand même aller plus loin. C'est donc le pacte, il est né d'une vague verte politiquement. Et du coup, quel est le risque, mais vous y avez un petit peu répondu, d'une vague bleue marine qui quand même monte progressivement, avec certainement d'un engouement pour tout ce qui va se faire avec le discours de Trump. Ça va donner des velléités. Et quel est le rôle que peut jouer l'Union européenne aujourd'hui, tant qu'on n'y est pas encore, et dans un domaine de communication, parce que je trouve qu'on parle peu quand même de l'Union européenne, de ce qu'elle fait quand elle protège, sauf ceux qui cherchent, évidemment, hein, si on fait des recherches, on trouve, mais je trouve qu'en termes de communication, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer maintenant pour éviter peut-être le pire et puis redonner envie un peu plus d'Europe. Communication, est-ce que l'échelon européen est le bon échelon pour communiquer? Je crois pas. Je sais pas. Je regarde beaucoup le foot à la télé. Vous allez comprendre où je vais en venir après. Enfin, beaucoup non, mais enfin, je regarde des matchs de football, de Ligue des Champions notamment. Et en fait, vous avez une pub qui passe à la mi-temps. Si certains regardent le foot, peut-être qu'ils l'ont déjà vu. Vous avez un ancien grand joueur de foot qui s'appelle Gianluigi Buffon, qui est un gardien italien, qui fait une pub pour le Pacte Vert. Genre, j'ai vu ça et je me suis dit, mais en fait, sans contexte, qui ça parle fondamentalement. Ça n'amène à rien en fait. Et la communication européenne n'est pas au niveau, mais parce qu'elle, je pense pas que ce soit son rôle, tout simplement. Elle est là pour donner les grandes impulsions, elle est là pour faire des, pour apprécier le temps long, mais la communication, c'est un truc au quotidien, quoi. C'est un truc qui doit se faire au niveau des États, c'est même au niveau local, etc. C'est pas son rôle que de. Enfin, je viens de Lyon, par exemple, on a une gare là-bas, elle est rénovée grâce à un mécanisme européen, en fait, qui finance ça, ça s'appelle le MIE, Mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Ok, ils ont leur logo, et voilà, mais personne ne fait vraiment attention, et non, enfin, ouais, ah non, je peux vous donner, non, non, je peux pas, ok. J'avais une anecdote marrante, mais, enfin, même, on a mis 40 milliards d'euros sur la table sur le plan de relance Covid, sur lequel la France bénéficie. Je sais même pas si les gens savent qu'on a eu 40 milliards d'euros sur la table grâce à l'Union européenne. Donc, ouais, non, je crois que la communication, moi, j'ai depuis longtemps abandonné de la part du niveau européen, cette capacité à toucher les gens dans leur quotidien. Après, je sais plus quelle était votre question. Ouais, sur la vague, ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est compliqué en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais incontestablement, on le voit au niveau européen sur un basculement vers les droites. Et la France n'est pas exempte à ça. Et je suis pas sûr, d'un point de vue politique, que aller vers le vocable de la droite soit porteur pour les personnes qui se déplacent sur ce curseur politique-là. Dit autrement, on préférera toujours l'original à la copie. Et donc, se battre pour dire « Ah non, nous aussi, on est contre les éoliennes », je suis pas sûr que ce soit le bon cheval de bataille. Être différenciant, proposer un projet, convaincre les électeurs qui vont pas voter, c'est peut-être plus intelligent que d'essayer de chasser sur les terres du Rassemblement national. Après, encore une fois, c'est des calculs politiques qui sont faits. Mais fondamentalement, je ne crois pas qu'utiliser la carte par exemple, du Front républicain en disant notre stratégie, c'est d'arriver au deuxième tour contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour être élu, soit quelque chose qui soit encore viable très longtemps. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais
pointer sur quelque chose qui est toujours un peu spécial, c'est que on met en avant les choix court-termistes des industriels, des hommes politiques. Mais moi, je voudrais quand même pointer sur les choix court-termistes des électeurs, c'est-à-dire de tout un chacun. En fait, l'impression, peut-être qui est fausse, j'ai l'impression que dans le niveau de confort qui est le nôtre dans les sociétés occidentales, on a effectivement entendu parler des risques si on ne perd pas de transition. Mais au jour le jour, dans nos choix, je pense qu'on préfère toujours garder notre niveau de confort plutôt que d'assurer aux générations futures un avenir enviable. Et que, en fait, quand on dit qu'on reproche aux hommes politiques de faire des choix court-termistes, ils ne font que obéir à nos propres choix personnels et nos choix en tant qu'électeurs. Et malheureusement, je pense que notre niveau de confort est tellement élevé que nous sommes dans une espèce de spirale qui fait qu'on n'arrive plus, on est drogué à ce confort. Et que malheureusement, j'ai l'impression que les grands narratifs qui peuvent exister aujourd'hui, par exemple, moi je prends l'exemple des Ukrainiens. Aujourd'hui, ils ont un grand narratif. Ils ont un grand narratif. Nous n'en avons pas. Le seul grand narratif que nous avons, c'est on va essayer d'être encore plus confortable. Merci. Je crois que c'est une question de l'offre ou la demande, en fait. Est-ce que le politique répond à une demande de la part des citoyens de focaliser sur le court terme, ou est-ce que le citoyen se focalise sur le court terme parce que le politique ne lui offre entre guillemets que ça? Il y a aussi, enfin, sur l'énergie, il faut voir la pauvreté des débats, quoi. Donc, évidemment que le plus dur et le plus intéressant, je pense que d'un point de vue politique, c'est de réfléchir au développement du fameux récit là dont on parle sur la transition, sur moi ce que j'appelle le repenser en fait le rapport à l'énergie, mais fondamentalement la, le politique a moins d'incitation évidemment à proposer des mesures de long terme, mais le citoyen lambda ne peut pas se projeter lui en tant que citoyen s'il ne sort pas de sa condition actuelle. Et ça, il n'est pas capable de le faire parce que ça, enfin, pas de manière, comment dire, dénigrante, mais parce que ça demande une vision de la société et enfin, qui rentre chez soi le soir et pense à la vision de la société qui souhaiterait, enfin, personne, enfin, pas le citoyen lambda, quoi. Et ça, c'est le rôle politique de mettre ça sur la table, de proposer sa vision de la société. Et en fait, traditionnellement, on peut interpréter aussi la faiblesse politique à l'heure actuelle comme la résultante de la baisse des partis forts en France. Historiquement parlant, même si c'est deux visions de société qui sont totalement différentes, le Parti socialiste et les Républicains avaient une doctrine et une vision de société qui s'est perdue, en fait, à partir du moment où, pour plein de raisons différentes, et c'est comme ça, en fait, que d'un point de vue électoral, Macron a pu percer, c'est que il a profité d'un vide, en fait, intellectuel dans la doctrine des idées. C'est-à-dire que, en fait, le rôle des partis politiques à la base, c'est de proposer des idées et ensuite de mobiliser les gens sur ces idées. Et la faiblesse des partis à l'heure actuelle, enfin, c'est quand même, les Républicains ont 40 députés, les socialistes, je sais pas combien ils en ont c'est peut-être 60. Pardon 35. Ok, je pensais plus. Ouais, enfin, quand historiquement, ils avaient l'Assemblée à eux, quoi. Et ça montre en fait que il y a eu une forme de, je sais pas si la paresse intellectuelle ou, enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il faudrait regarder ça d'un point de vue rétrospectif, et fatalement, enfin, quand quelqu'un arrive de nulle part, il n'a pas forcément aussi une doctrine de société. Enfin, le parti de Macron est sorti de ex nihilo, donc forcément, là, en fait, là, on n'a pas été capable de projeter les gens dans quelque chose de désirable sur le moyen terme. Et donc, en fait, la transition a été bricolée au travers de considérations qui se sont faites en fonction des réponses aux crises et en fonction des priorités du moment. Et en fait, c'est ce à quoi correspond la transition à l'heure actuelle, en partie sur un certain nombre de mesures qui sont adoptées à l'heure actuelle en France. Et après, vous avez le niveau européen qui, pour moi, donne la cohérence, enfin, plutôt l'impulsion.
Il reste 2 minutes pour une dernière question. C'est à vous. Oui, bonjour. Oui, donc ma question, en fait, c'était par rapport à la communication, justement, qui est faite sur tous les enjeux là, qui nous attendent. Donc, il y a 2030 et 2050. Donc, déjà, la première chose, en fait, moi, que je trouve, ce que je vois dans les médias, vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, c'est de dire que, par exemple, pour le Grenelle là, qui a eu lieu en 2008, si on avait suivi les recommandations, en 2020, on n'aurait plus besoin de gaz russe. Donc déjà, est-ce que ce serait pas bien dans les médias de faire des fois des rétrospectives pour dire aux gens, bon, vous voyez, si on ne suit pas ça, plus souvent, en fait, il va nous arriver telle chose, donc ça va mettre plus de concret. Et moi, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, dont on n'entend plus parler à notre époque, c'est parce que le problème a été, alors je sais qu'il n'est pas totalement résolu, mais il a été réglé d'une certaine façon, le trou dans la couche d'ozone. Quand j'étais gamin, on en parlait énormément. Je me souviens, c'était ça, et le bug de l'an 2000, c'était tout le temps, voilà. Et justement, depuis qu'on a pris justement des mesures sur les CFC, que le trou, alors il est toujours présent, mais il est en train de se refermer, c'est ce qu'on dit, vers 2060, il devrait être refermé. Donc, c'est en quelque sorte une victoire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de ce genre de petite victoire, même si elle n'est pas du tout de la même ampleur, pour donner confiance aux gens et leur dire, vous voyez, quand on décide de se mettre tous ensemble et de régler un problème et qu'on garde la même qualité de service, parce que je ne pense pas que les gens aujourd'hui regrettent les anciens frigos ou les anciens aérosols, on peut arriver à quelque chose de concret qui fait que, si bien que je pense qu'un gamin de 15 ans aujourd'hui, il n'entend pas autant de parler de la couche d'ozone que moi j'en entendais parler il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai moins de 40 ans. Voilà. Merci. Sur l'enjeu des médias, c'est compliqué parce que enfin, nous, on fait beaucoup de médias, par exemple, des médias grand public, beaucoup de presse écrite, pour répondre à, je sais pas, Le Monde, Les Échos, des trucs comme ça. Après, c'est aussi, ça parle à un public qui est quand même parfois sensibilisé, fondamentalement. Si vous cliquez sur l'article, je sais pas, j'ai dû faire j'étais interrogé par Le Monde il y a pas longtemps, là, c'est sur le gaz russe. Si ça vous intéresse pas, vous cliquez. Enfin, donc fondamentalement, on peut tenter de mettre ça dans le grand public, mais on n'a pas non plus la visibilité. Enfin, ça dépend qui est capable de le faire. Nous, on est labellisés aussi comme étant des experts indépendants, etc. Et donc, évidemment, on a notre voix à dire sur ces questions-là, mais les plus à même à porter ça, c'est les politiques qui ont une exposition qui est infiniment plus importante que nous. Et c'est peut-être d'ailleurs un problème en France où il y a trop de politique trop souvent dans les médias et pas assez, en fait, soit d'expertise, soit de sujet de fond, en fait. Enfin, on est beaucoup dans le commentaire de l'actualité, pas forcément dans la réflexion ensemble. Après, encore une fois, en fait, ça répond même à votre question sur le trou dans la couche d'ozone. Enfin, ça va faire la 2 heures, et puis il y aura, je sais pas quelle affaire, et puis ça disparaîtra fondamentalement. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, vous avez des associations qui s'appellent Quota Climat, je crois, qui regardent un peu la part des questions climatiques dans le, je sais pas, les JT, de grande écoute, etc. Et vous vous rendez compte que c'est assez risible et que fondamentalement, c'est parce que ils sont pas sensibilisés à ça, donc enfin ils connaissent pas bien, et donc là il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais aussi c'est parce que c'est peut-être pas le truc qui fait le plus grand, c'est un peu pas catastrophique, mais c'est pas forcément tout le temps des bonnes nouvelles, donc c'est pas simple. Les médias, préfèrent des faits divers, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et donc, le GREB vous invite à rester ensemble, puisqu'il y a un petit pot qui vous permettra de poursuivre les discussions. Merci à tous.